Bien le bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Mon Paris FM. L'émission c'est Au bout du foot. On va aller au bout des sujets. Vous nous suivez également sur monparisfm.com, la radio, l'application Mon Paris FM et également YouTube Mon Paris FM. Vous cherchez puis appelez vos amis. On est là en direct pour parler foot, 100% foot sur les ondes de Mon Paris FM. Avec moi ce soir, le revenant. Salut Cheikh Kenza, comment ça va? Oui, salut Malik, je vais très bien. Bien, ça va? Oui, ça va. Depuis la défaite, l'élimination de Paris... Oui, ça va. Ça va bien? Ça va bien? Oui, ça va, on est parisiens à vie. Ah bah vie, n'est-ce pas? Salut! Tu vas pas vivre longtemps, là. Salut Abou, ça va? Ça va. Je suis La forme content, aussi. mais content, je partage la table avec des gens qui mangent des petits fours le dimanche soir au Parc des Princes. Moi, ça me rend heureux. Voilà, il y a deux parties de la société. Il y a celle d'en bas, c'est nous. Il y a celle d'en haut qui est Eladj. Mais je suis content de partager le plateau avec... Mais tu l'as introduit en tant qu'affaire. Salut Eladj! Salut Malik. Ça va? Tu manges des petits fours sans nous au Parc des Princes, c'est ça? Ouais. C'est vrai? Abou, il fait mieux quand il est au Vélodrome, c'est mieux pour Abou. Oh, moi, je suis dans les virages. Mais les amis, c'est quoi ce maillot là? Ça? Ah bah c'est le maillot du Real Madrid. Mais pourquoi tu ramènes ça ici? Je l'ai déposé au milieu. Mais pourquoi? Bah parce que toi-même tu les voyais morts. Ça c'est pour le Mais rappeler bah, que j'ai- c'est moi, j'ai le jamais plus dit ça, grand moi. club du monde. Si tu le Mais disais. tant qu'à faire, il faut l'enfiler, c'est encore Non, mieux. mais non. Parce Je que le là, mets sur la table comme là, ça, tu tout nous le monde affiches le voit. tous là. Mais non, je le mets sur la table comme ça tout le monde le voit. Mais le plateau ici, il est neutre. Mais le plateau est neutre, il y a rien du tout. Moi j'ai ramené le maillot du Real juste pour ne pas oublier. Moi je supporte le Non, le file-le, Paris c'est encore Saint-Germain. mieux, tu Moi, l'oublieras je pas supporte comme le ça. Paris Saint-Germain. Moi je supporte le Paris Saint-Germain. Salut Stéphane, comment ça va? Ça va très bien. Le ça va très quotidien bien, du bonjour. sport.fr, comment il se porte? Ça va, très bien. Très bien. Très bien, oui, tout à fait. Allez-y Ouais, d'ailleurs, hein, amis auditrices et auditeurs, et puis ceux qui nous suivent également sur YouTube, allez-y consulter le quotidien du sport.fr. Hein. Vous avez toutes les bonnes infos, toutes les Malik, tendances. je suis juste étonné, t'as demandé à Chakenza si s'était remis de la défaite du Paris Saint-Germain, mais pas à vous si s'était remis de la défaite. Non, Abou, je le vois régulièrement. Lui, Ah, c'est un d'accord. revenant. Ah, ok. Moi, je suis un observateur neutre du football. Ouais, mais tu t'es non. remis quand même Remis 2. de la défaite de l'OM. Ouais, on a perdu cette semaine. Ah bon, j'étais pas au courant. En fait, ça fait tellement mal 3-0, ça fait tellement mal qu'il a oublié. Il y a des mecs qui font ça, ouais. Après, Il a même préféré aller au cinéma hier que d'aller voir Mumbadia jouer. Mais je l'ai habillé. mais mais je Mais crois attends. savoir que vous deux, vous étiez pour l'OM de toute façon jeudi. Donc Mais est-ce que bien vous êtes évidemment. remis aussi de cette défaite? Franchement, moi, ça chers camarades. franchement, moi, ça m'a fait mal. Hein. Moi, je m'en T'as remets pleuré. petit à petit. J'ai pleuré. T'as franchement. pleuré. On sait que J'ai t'as versé- pleuré. J'ai versé On le quelques larmes, sait. mais ça va, franchement. On le sait, on le sait. Ah, exactement. Ils m'ont remonté le moral en gagnant face à Real Lorient, Madrid, Marseille, Paris Saint-Germain. pour le beau football. Mais tenez-vous bien, il y a un supporter lyonnais parmi nous ici. Salut Léo. Ça va bien la forme? Bah écoute, en tant que supporter lyonnais, tout va bien. Supporter assumé. Il y a de la neutralité sur ce Supporter plateau. Hein. assumé, mais on sait faire la part des choses. Les amis, est-ce que vous avez préparé votre 30 secondes chrono chacun? Bah, Vous êtes en forme? Bon allez, c'est parti. Avec Stéphane. Oui, donc moi je voulais revenir sur ce qui est pour moi, j'arrive toujours pas à m'en remettre, la décision d'arbitre du match Real Madrid-Bayern Munich. Je précise tout de suite, sans savoir du tout s'il y aurait eu but, je pense que Lounine aurait certainement arrêté ce but, mais je trouve ça fou, c'est que moi qui suis un défenseur invétéré de la VAR, je trouve que c'est complètement anti tous les fondements de la VAR, ça met tout Yao, et je ne comprendrais pas qu'on voit encore cet arbitre au niveau, sur le haut niveau, c'est un truc de malade, quoi. Voilà. Je pense qu'il y a quelqu'un autour de la table qui va te répondre, il s'appelle Eladj. Moi, je peux lui répondre, bien sûr, bien évidemment. Ne pas oublier que l'arbitre, j'ai plus son nom en tête, mais qui a arbitré la Marcignac, dernière, ouais. bah, Marcignac qui a arbitré la dernière finale de Coupe du Monde, qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur arbitre qu'on ait en Europe. Et on ne peut pas décrier un arbitre juste à cause de ça. On a vu plein d'actions se faire où l'arbitre sifflait plus tôt et au final il n'y avait pas hors-jeu, mais juste l'action n'allait pas au bout parce qu'il sifflait et les joueurs s'arrêtaient automatiquement. C'est juste là, les joueurs ne se sont pas arrêtés et ils ont continué à jouer. Le Real Madrid ont eu un cas encore plus inquiétant puisque Brahim Diaz était en train de centrer, la balle arrivait et les défenseurs étaient encore en train de jouer parce que là on précise que Lounine avait arrêté de jouer et les défenseurs aussi. ouais. Et avec le Real Madrid, il jouait en Liga, et il y a eu un centre de Brahim Diaz, la balle était en l'air en train d'arriver vers Bellingham, les défenseurs étaient à la lutte avec Bellingham. Bellingham a réussi à mettre une tête splendide qui rentre dans les cages, le gardien a essayé d'aller la chercher, il n'a pas réussi, et les joueurs même, les adversaires, on les a vus se lamenter, se dire mince, on s'est fait avoir à la dernière seconde, et l'arbitre qui dit non, j'ai sifflé avant.
Mais On t'a pas entendu là-dessus. On continue les amis, le 30 secondes chrono. Mais il faut qu'on avance mon cher Stéphane, il y a beaucoup de sujets. On n'a même pas encore déroulé le sommaire les amis. On va partir avec 30 secondes chrono cette fois-ci avec notre ami Abou. Ouais, moi, mon 30 secondes chrono, c'est sur un reportage assez remarquable qui est passé il y a 2 semaines sur M6, une enquête exclusive sur les violences sexuelles dans les clubs de foot. Il faut savoir, Malik, que la France, elle compte quand même 2,2 millions de licenciés dans les clubs de foot, qu'il y en a 1 sur 5, ce sont des enfants entre 10 et 14 ans, et savoir que ces enfants, ils sont entre les mains de personnes qui sont parfois des pédocriminels identifiés et condamnés par la justice, mais pas virés par la FFF. Moi, c'est quelque chose qui me choque. Donc voilà, protégeons nos enfants de ce genre de personnes. Il faut vraiment faire le ménage au sein de la Fédération française de football. Merci justement pour cette lucarne. On va profiter justement pour pourquoi pas inviter Dr Fanny qui va peut-être nous apporter des éclaircissements sur ce sujet. Qui souhaite réagir là-dessus? La pédocriminalité au sein même du foot, notamment du foot amateur. Qui souhaite... Non, c'est un vrai problème, Moi-même, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec des gens qui ont écrit des rapports et tout, et qui s'étonnent. Les lois, les règlements sont très dans le foot ou dans le sport en général, qu'il y a des gens effectivement qui ont certaines condamnations et tout, et qui les responsables d'associations n'ont quasiment aucun moyen de pouvoir dire quand ils prennent un jeune éducateur dans un club de foot ou un club de basket, de n'importe quoi, de savoir effectivement s'ils n'ont pas affaire éventuellement à un pédocriminel ou quelque chose comme ça, quoi, ou autre chose. Même au niveau de la religion, il y a beaucoup aussi de choses qui se disent là-dessus sur je sais pas comment les abus. Comment on dit ça, d'endoctriner l'endoctrinement en fait religieux qui se fait aussi dans les clubs à travers des gens, et ils n'arrivent pas c'est très très compliqué. Ça, on va prendre l'engagement justement, on va rentrer dans le fond de ce sujet, pourquoi pas dans un numéro d'Au bout du foot à venir. On continue le 30 secondes chrono avec notre ami Léo, c'est parti. Alors moi, je voulais tirer un petit peu mon chapeau à l'Italie et à ses entraîneurs, parce que dans les 3 Coupes d'Europe de cette saison, les 3 des entraîneurs finalistes sont italiens. Carlo Ancelotti avec le Real Madrid, Vincenzo Italiano avec la Fiorentina et Giampiero Gasperini avec l'Atalanta. On a aussi des entraîneurs italiens comme Thiago Motta, comme Simone Inzaghi avec l'Inter, comme Francesco Farioli qui participent à changer... l'image qu'on a du football italien défensif. Ben écoute, pourquoi pas, hommage aux entraîneurs italiens, on est tous unanimes, les résultats sont là. Mon cher Stéphane. Tout à fait. Et au-delà des résultats, comme tu l'as dit, il y a aussi de prôner. Bon, je suis pas sûr que pour ce que je connais bien, ce que je vois tout le temps, Francesco Farioli soit un apôtre du football offensif. Mais bon, si c'est effectivement, en tout cas notamment pour Gasperini à l'Atalanta, par exemple, c'est effectivement le cas. La Fiorentina, c'est aussi De Zerbi le cas aussi, de Zerbi, par exemple. C'est ça qui est assez incroyable, quand on voit et même Tudor à Marseille qui avait un jeu qui ressemble un peu à celui de Gasperini. Franchement, la jeune génération de coachs italiens, franchement, c'est une très belle génération. Tudor, il n'est pas italien. Il est croate. Il n'est pas italien, mais il est passé par l'Italie. Il est passé par l'Italie. Non, mais regarde, il est passé par l'Italie, ça fait de lui un Italien. Il fallait vérifier avant. Mais on précise parce que on sait jamais, les auditeurs ne peuvent pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Alors, notre ami Cheikh Enza, c'est ton retour. Bah écoute, le 30 secondes chrono, il t'appartient à l'instant même. Bon, moi, 30 secondes chrono, c'est sur le Bayer Leverkusen, avec une série de 49 matchs sans défaite, vraiment. 50. Ouais, bientôt, oui, 49, mais il a déjà fait les 50. Ouais, bien sûr, il a fait 50, ouais, donc, avec un ratio aussi de 3,33 buts par match, avec une équipe vraiment qui a marqué plus de 87 buts. Et qui a encaissé très peu, donc vraiment avec un jeu hyper flamboyant, une solidité défensive, avec latéraux qui apportent énormément, que ce soit Frimpong et Grimado, avec un milieu vraiment mix, et Florin Wirtz vraiment qui sort du lot, qui réalise une superbe saison, qui est même annoncé dans des grands clubs, disons le Real Madrid 2025. Est-ce que Cheikh Enza est original quand il nous parle justement du Bayer Leverkusen? Non, hein. Non, mais... C'est un exploit, mais on peut passer là-dessus, non, les amis? Ça fait pas de mal de il revient de parmi les hors, quand même. Bravo au Bayer Leverkusen et surtout à son coach. 30 secondes chrono pour toi, Elad. Moi, c'est pour parler du plus grand gardien qui n'est joué en France et qui a joué aussi au PSG, qui n'a pas eu le départ tant mérité, qui n'a pas eu d'hommage à sa grandeur. Je voudrais vraiment le remercier et que c'était vraiment un coup de cœur de l'avoir avec nous. Et je le remercie du fond du cœur,
Keylor Navas. Et du corps aussi, hein, pourquoi pas. Non, du cœur, en tout cas. Toi, du corps, ça t'intéresse, hein, j'ai son contact, t'inquiète, Malik. Du coup, voilà, en tout cas, Keylor Navas, franchement, grand homme et le plus grand gardien qui n'ait joué en France. Du coup, voilà, félicitations et je voulais rendre hommage à ce grand joueur. Mais justement, toi qui étais au parc hier, tu estimes que sa célébration a été assez timide, c'est ça? Bah, déjà, ou inexistante même, complètement. À part le Cup, les ultras qui étaient en train de scander son nom, Keylor Navas à plusieurs reprises avant le match, pendant le match. Il aurait pu jouer une minute quand même, hein. Mais il n'a même pas été aligné. Luis Enrique qui dit qu'il n'était pas au courant et je trouve ça honteux. C'est vraiment gravissime et vraiment je trouve que il manque quelque chose dans ce club et ce qui manque dans ce club. Mais moi j'ai déjà donné mon avis sur Luis Enrique, hein. Après Stéphane me tombe dessus, mais bon ce n'est que mon avis. Si je peux me permettre, Malik, je sais qu'Eladj il est dans les petits fours donc il remercie que ceux d'en haut, mais on va remercier ceux d'en bas aussi. Il y a Michel Montana qui les speakers du club. J'ai filmé, j'ai mis le plus grand homme, le célèbre speaker du. Non, il n'avait que 30 secondes, il a pas pu mixer. En plus de ça, j'ai été coupé par Malik, du coup. Voilà. Donc, en fait, oui, je prends pour moi. C'est ma faute. Par contre, à remercier Keylor Navas et Kylian Mbappé au moment de leur sortie. Dans ce qu'ils savent pas faire, le Paris Saint-Germain, c'est aussi remercier. Hommage aussi aux légendes du club. La sortie ici, quand c'est peut-être, il y a eu quelques hommages, peut-être Ibrahimovic, j'ai souvenir, mais c'est vrai que c'est, je suis tout à fait d'accord avec. C'est vrai que c'est des sorties. C'est un monument, lui. Je sais pas, ça sera peut-être pas une légende je sais pas s'il sera pas considéré comme une légende du PSG, mais en tout cas, ça sera un des plus grands joueurs qui a joué de toute façon en Ligue 1, dans l'histoire de la Ligue 1, un des plus grands joueurs qui a joué en Ligue 1. Et puis, ça c'est quand même, moi, j'étais certain, j'avais même un peu des infos dans ce sens-là, qu'il allait le faire rentrer à la mi-temps. Je pensais qu'il allait le faire rentrer à la mi-temps. Mais il a oublié. Il a dit qu'il était pas au courant. Il était même pas au courant. C'est même pas qu'il a oublié, il était même pas au courant. Il était sur le banc? Oui, il était sur le banc. Oui, il était sur le banc parce qu'après le but d'Mbappé, il va célébrer avec lui. Mais il était pas au courant que c'était son dernier match au Parc des Princes. C'est ce qu'il a déclaré en conférence de presse d'après-match, en tout cas. Il a dit j'étais pas au courant qu'il célébrait son dernier match au Parc des Princes. Voilà, tout de suite et maintenant, les amis, on va basculer dans le sommaire. Au sommaire d'Au bout du foot du 13 mai 2024, l'actu Au bout du foot, Ligue 1 et Ligue 2. Analyse des enjeux sur la montée, le maintien et la descente des équipes telles que Metz, Le Havre, Angers, Saint-Etienne et bien d'autres. On fait le point. Coupes européennes, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille disent adieu à l'Europe. Quels enseignements tirer de leurs campagnes européennes? Doit-on être satisfait du niveau atteint? Quel choix pour quel résultat? Le Paris Saint-Germain doit-il tourner la page? Marquinhos pour enfin insuffler un nouvel élan, notamment en Ligue des Champions? On pose la question. La question au bout du foot. Le départ annoncé de Kylian Mbappé depuis février a-t-il eu un impact sur la fin de saison du Paris Saint-Germain? Et enfin, le dossier au bout du foot, équipe de France. Faut-il s'attendre à des surprises dans la liste de Deschamps pour l'équipe de France? Au bout du foot, analyse, commentaires, décryptage, pronostic, l'essentiel de tout le foot en 90 minutes. Bienvenue. Alors les amis, premier sujet donc de ce Au bout du foot, l'actu Au bout du foot. On va justement parler de la Ligue 1. Abou, au niveau de la Ligue 1, on a vu ce week-end avec notamment des équipes comme Metz et même Lorient, Clermont, qui sont en véritable difficulté. Ah bah, il y a même plus qu'une difficulté pour Clermont qui en Ligue 2. Qui jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Pour le FC Lorient aussi, les carottes semblent cuites. Il y a cette possibilité encore de jouer les barrages avec le goal average. Mais encore une fois, c'est un goal average handicapant pour les Lorientais. Donc il y a vraiment très peu de chances de les voir l'année prochaine en Ligue 1. Et pour le FC Metz, pareil. Enfin, il y a moins 11 de différence de but avec le Havre. Il y a 29-32 points, 3 points d'écart, moins 11 de différence de but. Les carottes semblent cuites. Pour le FC Metz qui en plus va aller jouer contre le Paris Saint-Germain, qui va recevoir le Paris Saint-Germain, et le Havre et eux qui vont recevoir dans leur même temps l'Olympique de Marseille. Il faudrait que le Havre gagne 6-0 contre Marseille et que le Havre perde 6-0 contre Marseille et que Metz en mette 5 au PSG. Bon, autant dire qu'on a nos deux descentes et notre barragiste pour la fin de saison. Et dire que Metz était à quelques minutes de la fin était tenu en échec. Ou tenait en échec, en tout cas. Ils menaient jusqu'à la 89e minute. Ils menaient jusqu'à la 89e minute. Ils se sont pris 2 buts en 3 minutes. En 3 minutes. C'est la poisse quand même. Le mental, c'est Stéphane, il y a de l'espoir pour Metz?
Ou pour toi, c'est complètement... Il y a de l'espoir pour Metz. Pour jouer les barrages, c'est tout. C'est-à-dire que voilà, si la hiérarchie est respectée, on pourrait se retrouver avec un barrage Saint-Étienne-Metz. Et puis c'est sûr que Metz peut essayer de s'en sortir. Ça sera compliqué, mais peut essayer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il fallait gagner. Moi, on l'avait expliqué ici, je voyais bien Metz gagner à Strasbourg. À Strasbourg, ouais. Je l'avais dit, et remettre un peu en question tout ce qu'il y a, mais ça prouve que ce championnat de France, il n'a pas été si bon que ça. C'est disputé, mais en haut, on a Monaco qui est deuxième, grâce aux insuffisances, au parcours catastrophique, la saison catastrophique de Lyon, de Marseille. Très compliqué. Même si Lyon se rattrape bien. Oui, dans l'ensemble de la saison, je parle. Rennes, Lens, Lille aussi, Lille aussi. Ah non, mais Lille, ils font une bonne saison quand même. Ouais, mais quand même. Et puis en bas, tu te retrouves à Nantes et Le Havre et Nantes. T'as deux clubs qui perdent et qui se retrouvent sauvés, qui font la fête parce qu'ils sont sauvés. Donc c'est assez incroyable, quoi. Et toi, Elad, ton sentiment, justement, Clermont, on l'a dit, hein, c'est déjà acté. Lorient, c'est déjà acté. Il y a un léger ballottage quand même entre Le Havre et Metz. Bon, moi, je trouve un peu dommage pour Metz, par exemple, avec Miko Tadze, qui enchaîne un 5e match en marquant, en étant décisif. C'est but, doublé, buteur, passe décisive, but encore. C'est vraiment fantastique. Heureusement qu'il est revenu. Hein. Heureusement, mais je ne sais pas s'il va jouer les barrages avec Metz aussi. Pourquoi? Je sais pas s'il sera pas de retour avant de près, je sais pas. Jusqu'à la fin de saison. Je pense que ça fait partie de. J'espère. Ça fait partie de la saison. C'est dans la continuité de la saison actuelle. Donc je pense que oui. Mais j'espère aussi. Mais franchement, voilà, en tout cas de ce que j'ai vu, Nantes il se qualifie. C'est des petits points grattés par-ci par-là. Ils se maintiennent. Et Camboire qui dit, moi je prends même si on a que des défaites à domicile et qu'on gagne un peu à l'extérieur et qu'on est maintenu, je signe moi pour je sais pas combien d'années. Il a un peu raison parce qu'il n'y a pas vraiment de gros talents au niveau de l'équipe nantaise, cela dit. Oui, mais on a quelques bons joueurs comme Moustapha El Mohamed. Ils ont dû être contents, les supporters nantais, quand ils ont entendu Camboire dire ça. Si on perd tous les matchs à domicile, je m'en fous. Si on va prendre des points à l'extérieur, ils ont dû être contents. À un moment donné, il vaut mieux être pragmatique aussi. Non, ce qu'il a fait là, oui. Non, là, il arrive au opération maintien. Tu passes après Gourvenec qui siphonne tout partout où il passe. T'arrives à maintenir le club. Mais par exemple, c'est une réussite. Je suis pas sûr que Nantes soit bien au-dessus d'une équipe comme Metz, par exemple. Nantes, mais certainement pas. Moi, je pense même certainement pas. Non, je pense pas. Mais il a su insuffler quelque chose. Enfin, Metz avec Miko Tadze ou pas? Ouais, non, avec. Il faut quand même préciser quand même ce que je pense. Je sais pas si vous le savez ici, j'en sais rien, mais Lorient descend. Donc à 90% de chance, avec le 8e budget de Ligue 1. Hein. Ils ont 86 millions. Ils ont 80 millions d'euros de budget. Hein. Et dire que l'entraîneur lorientais, il voulait partir la saison dernière, je crois. Il a été retenu pour finalement faire descendre le club. Mais je pense que c'est un peu ça qui les a mis dedans. C'est chaud quand même. Je pense que c'est un peu ça aussi qui les a mis dedans. C'est comme avec un partenaire de vie. Enfin, à partir du moment où la personne veut partir, laisse-la partir. Après, t'étonnes pas qu'elle te trompe. Elle a émis le souhait de partir. Mais c'est vrai, laisse-la partir. Et le fait que Lorient... Elle te trompe ou il te trompe aussi. Hein. Oui. Là, Malik Sanzo fait partie de la deuxième catégorie. Là, Régis Lebris, on aurait dû le laisser partir. Et en plus, il a fait une formidable dernière saison. Et le mercato, en fait, moi, ce qui me choque avec Lorient, c'est qu'il a été ambitieux. On recrute pas n'importe qui quand même. On prend Benjamin Mendy qui finalement fait pas une si mauvaise saison que ça. Ouais. Il y a eu du temps pour qu'il se remette, mais Benjamin Mendy lui reste de très. Moi, je pense que c'est un joueur qui jouera en Ligue 1 l'année prochaine. Tu prends Timoé Bakayoko. Ok, c'est pas le Timoé Bakayoko de l'AS Monaco, mais c'est quand même quelqu'un à qui il reste un sacré bon niveau. T'avais Bamba Dieng aussi. Ok, c'est pas le Bamba Dieng, je suis pas d'accord. Il a déçu. Pas du tout d'accord. Mais énormément il n'a même pas réussi à s'imposer à Lorient. C'est un joueur qui pourtant a la qualité pour faire mieux. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Mais c'est un joueur qui a la qualité pour faire mieux dans une équipe comme Lorient. Je suis juste pas d'accord avec toi que quand tu parles de mercato ambitieux, parce que Benjamin Mendy, c'est quand même un joueur qui ne en aucun cas ne symbolise un mercato ambitieux. Benjamin Mendy, il est venu en sachant
sachant que pendant les 6 premiers mois, il pourrait, ou je sais pas. C'est un pari. Il pourrait, non, mais oui, mais c'est pas, c'est un pari, c'est une opportunité comme ça pour tout le monde. Ça n'a rien, pour moi, il y a aucune, pour moi, ou d'ambition pour les années d'après. Parce que sinon, il a pas pu jouer, c'était Benjamin Mendy, il a quoi, 29, 30 ans? Ouais. Maximum, je pense. Mais oui, non, mais pour l'année d'après. Cette année-là, il a pas, je crois qu'il a attendu combien? 4 mois, 5 mois, avant d'être titulaire. Il savait qu'il pourrait pas compter sur lui. Mais au-delà de Benjamin Mendy, est-ce que le problème Lorientais, il n'est pas plus profond, mon cher Léo? Déjà, il y a Régis Lebris a eu des problèmes avec ses cadres. En tout cas, ses cadres par le statut. Tiemoué Bakayoko, Benjamin Mendy. On a entendu il y a quelques mois qu'ils avaient en effet eu des petits problèmes de comportement ou des problèmes pour s'entendre les uns les autres. Mais il y a eu des déclarations, cela dit. Il y a eu des clashs officiels. Ben oui. Suite à des déclarations de certains joueurs lorientais, dont un des deux que tu as cité, qui avait justement émis l'idée que le niveau de l'entraîneur n'était pas des plus élevés. Mais après, c'est vrai que Lorient, c'est un exemple de mauvaise gestion d'effectifs, de mauvaise gestion de club, parce que, comme disait Stéphane, quand tu as le 8e budget de Ligue 1, t'es pas censé descendre, déjà, tout simplement. Puis, tu as quand même des joueurs, pour moi, qui sont intéressants, même si tu as perdu Dango Ouattara, par exemple, si tu as perdu Romain Fèvre, qui sont tous les deux partis à Bournemouth, on va dire le club ami, entre guillemets. Mais c'est peut-être l'une des plus grosses déceptions de la saison avec un autre club, le Stade Rennais, parce que le Stade Rennais qui sera pas européen l'année prochaine, la saison prochaine, qui aujourd'hui est assuré de terminer derrière, désolé, mais l'Olympique Lyonnais qui était 18e jusqu'à la 15e journée. Donc c'est assez incroyable. Pour toi, c'est un échec. Pour moi, pour les Rennais, entre autres. Le Stade Rennais, c'est un échec de A à Z. Totalement. Il y a un club qui, en tout cas, vous me dites, si vous partagez mon avis, qui, ma foi, sur le terrain, dans le contenu de ses matchs, joue assez bien, c'est Clermont. Moi, je pense que Clermont joue pas mal au foot. Et pourtant, Clermont, depuis très longtemps, on sait déjà que Clermont, quasiment, allait descendre, mon cher Chakenza. Oui, bien sûr, le contenu est bon, mais il y a aussi, je crois que ça manque aussi un peu de, je sais pas, de créativité devant les buts, parce qu'ils ont un très bon contenu, mais peut-être concrétiser les actions. Ce dernier geste, par moment, c'est ça aussi qui fait que cette équipe de Clermont n'a pas pu se maintenir. Sinon, dans le contenu, ils ont pas mal de bons joueurs, ils ont des très bons joueurs, ils ont un milieu vraiment qui est très bien organisé, ils ont une très bonne circulation de balles. On sent que vraiment c'est une équipe qui a envie, c'est une équipe joueuse, mais il manque un peu ce grand attaquant qui pourrait par moment mettre 15 à 16 buts par saison pour déjà leur permettre de se maintenir. Mais après, moi, je pense que je ne voyais pas vraiment Clermont se maintenir. Moi, sincèrement, je ne le voyais pas vraiment se maintenir parce qu'au football, il n'y a pas que le déroulé, il n'y a pas que vraiment les stades, il n'y a pas que faire les passes comme le fait Xavi au Barça. À un moment donné, il faut un peu ce sursaut d'orgueil, il faut plus, quoi. Il faut plus, il faut aussi, c'est des séances aussi qui sont travaillées. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer. Peut-être l'entraîneur n'a pas ce discours aussi. Peut-être qu'il faut pour les permettre de se maintenir. Parce que la Ligue 1, quoi qu'on dise, même si par moments certains tirent là-dessus, mais c'est un championnat aussi qui a un très bon niveau. Et puis, quoi qu'on dise, il y a toujours 2 clubs qui descendent. Quoi qu'on fasse, c'est la règle et c'est valable pour tous les championnats. Les amis, si je peux rebondir sur ce qu'il vient de dire, pour parler d'un joueur de Clermont, il y a Mohamed Cham qui est un excellent joueur. Et je ne serais pas étonné que l'année prochaine, il soit dans un club du top 6-7 en Ligue 1. Carrément 6-7. Bah, ça serait Brest alors, à la limite. On peut prendre les paris, je pense. Peut-être qu'il y a des infos comme t'as parlé de Brest, les amis. On va aller justement dans le haut du tableau. Puis, on l'a dit la dernière fois déjà, Paris, c'est déjà acté depuis longtemps. Paris, champion de France pour la 12e fois, depuis l'ère des Qataris en tout cas. Depuis le début, depuis 70, c'est bien ça. Depuis 1970. Alors les amis, qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui, le haut du classement? Paris champion, c'est bon. Au niveau donc de Monaco, de Brest et tout ça. Bah moi je suis un peu déçu des Monégasques parce que certes ils vont finir 2e, vice-champion de France, c'est quand même une sacrée performance, mais il faut pas oublier que Monaco il y a un sacré passage à vide quand même durant la saison, et à un moment donné où ils y étaient plus, on pensait même à démettre leur entraîneur de leur fonction, Eddie Hutter. On voulait le démettre de ses fonctions à Monaco parce que il y avait un gros passage à vide, et je pense que c'est une équipe, si elle avait été plus régulière sur la saison, elle aurait peut-être un peu plus
titiller le PSG. On rappelle, Lens l'année dernière, ça finit à 1 point de Paris. Et Monaco, cette année, ils n'ont pas réussi à performer comme ça. Après, là où je suis content pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir se qualifier directement pour la Ligue des Champions et pas passer par les barrages. On a vu ces dernières saisons, les barrages, ça réussit pas au club français, notamment au Monégasque, ils ont été éliminés 2 fois. Et là, revoir une équipe comme Monaco en Ligue des Champions, sachant que c'est une équipe qui sera pas lessivée, c'est une équipe qui va pas perdre, qui sera pas siphonnée, pardon, qui va pas perdre tous ses joueurs à l'intersaison parce qu'ils ont le budget pour les garder. C'est bien pour l'indice UEFA français, c'est bien pour la France. Mais un peu déçu des Monégasques, que j'estime ils auraient pu faire une saison à 70 points aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire, le haut du classement, Chakenza? Ouais, moi je pense que Monaco, c'était plus un projet qui était préparé pour le futur, c'est-à-dire peut-être un tremplin cette saison, déjà viser la Ligue des Champions, et l'année prochaine, pourquoi pas s'assumer, faire une grande saison. Bon, c'est ce que j'ai vu un peu, parce que comme il a dit tout à l'heure, par moment, on avait l'impression qu'à un moment donné de la saison, ils étaient dans le dur. Oui, il y a des matchs où Monaco, vraiment, ils pouvaient faire mieux et tout ça. Ils pouvaient même titiller le Paris Saint-Germain parce qu'ils ont l'effectif pour déjà. Ils ont l'effectif pour et ils ont un entraîneur vraiment qui a un très bon fond de jeu, une équipe vraiment, voilà, qui joue bien au football. Mais par moments, ils ont manqué un peu par moments de réalisme et tout ça. Et par moments de concentration dans des matchs où ils avaient vraiment entièrement la portée et tout ça. Et ça jouait un peu à leur défaveur. Concernant Brest, je crois que vraiment c'est la surprise de cette saison. Et c'est une équipe vraiment qui a monté tout doucement en rythme, avec un entraîneur vraiment qui fait un très beau travail, avec des joueurs vraiment qui sont arrivés, comme Kamori Doumbia, et qui, voilà, il y a pas mal de joueurs vraiment qui ont prouvé. Et au fil du temps, on voit que vraiment cette équipe de Brest, pourquoi pas l'année prochaine, aller titiller un peu, que ce soit Monaco ou Paris Saint-Germain. Stéphane? Alors là, le haut du classement. Oui, le haut du classement, je pense exactement la même chose qu'à vous. Les Monégasques t'ont déçu aussi. Ils ont été un peu décevants. Et ils sont là clairement parce que t'as pas eu une bonne saison de l'OM, de l'OL ou Lille aurait peut-être pu aussi faire mieux, mais parce que c'est les autres qui ont pas été très vite parce que leur trou, leur irrégularité et tout, ils auraient pu la payer beaucoup plus cher que ça. Maintenant pour Monaco, tu parles d'un projet pour l'avenir. Je pense que le mercato qui va arriver là, l'été qui va arriver, va être très très important. Très très important sur plusieurs postes, en défense centrale notamment, en attaque, parce qu'il va falloir remplacer Ben Yedder. Oui. Je pense que Balogun, ils peuvent en profiter plus, qui a complètement raté sa saison, qui a été une grosse déception. On peut espérer que c'est quand même un joueur qui a des qualités, qui a pas brillé juste sur une saison à Reims, et qui soit plus performant la saison dernière. Il y a l'attaquant qui était blessé, c'est Mbolo qui était blessé, qui revient là, donc il s'est fait les croisés au mois d'août, qui revient, qui est un très bon joueur aussi, donc il va apporter. Je pense en charnière centrale et puis au poste de gardien de but, il va y avoir des choses importantes à faire. Et puis le remplaçant de Fofana, si jamais Fofana venait à partir, ça va être un mercato très important pour Monaco, pour savoir si oui ou non ils peuvent espérer être un peu moins loin du PSG, voire essayer d'animer un peu plus le haut du classement la saison prochaine. Mais j'ai pas encore donné la parole à mon ami Elad sur ce sujet, mais j'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup de réserves pour cette équipe brestoise qui a été véritablement la grande surprise de ce championnat, Elad. Oui, ça a été la grande surprise, parce que... C'est quoi, c'est pas sexy, c'est ça? Non, c'est pas sexy. Ils ont pas de grands noms, ça fait pas rêver. Même s'ils ont un beau jeu, on pense qu'il y a beaucoup de joueurs... Mais c'est le jeu qui doit faire rêver, normalement. Oui, le collectif avant tout. Or, le contenu, il est bon. Oui, il faut le contenu est bon, mais on sait très bien que Brest est une petite équipe de Ligue 1, en temps normal, et que, généralement... Les joueurs, on va préciser, c'est pas péjoratif quand tu dis petit. C'est en termes de budget. C'est ça. Et les joueurs qui font partie de l'élite, maintenant qui font partie de cette équipe de Brest, qui viennent de réaliser une superbe saison, s'ils ont des contrats alléchants dans des clubs plus hauts, je pense qu'ils vont y aller. Et aussi, si Brest ils peuvent les vendre, je pense qu'ils vont les vendre aussi. Du coup, faut se dire la vérité. Il y a des joueurs qui ne vont pas rester. Même s'ils conservent tous leurs joueurs, moi je pense qu'ils auront déjà la tête ailleurs, à se dire je vais aller autre part juste après, parce que je pourrais pas refaire 2 fois la même saison. Brest, on le disait ici sur le plateau en début de saison, on disait c'est une équipe qui va s'écrouler. C'est une équipe qui va s'écrouler, on l'a entendu pendant c'est une équipe qui va s'écrouler. Elles ne se sont pas écroulées, même si contre le top 5, top 6, c'était faible. Jusqu'à la fin de la saison, 34 journées. Là, ils sont en train de s'écrouler, mais ils ont le temps. Ils sont en train de s'écrouler, mais quatrième. Quatrième, barrage Ligue des Champions, je pense pas qu'ils vont passer les barrages non plus.
Mais comme j'ai dit, Brest, c'est mieux. Pour moi, une compétition européenne, une équipe comme Brest, ça va se terminer comme Nantes, qui devront jouer sur les 2 tableaux avec les mêmes joueurs, beaucoup de blessés. Ils vont limite être relégués, ils vont jouer le maintien à la dernière seconde et ils vont pas faire grand-chose en Europe. C'est dommage pour ce genre de club. Merci les amis, on va basculer tout de suite dans la Ligue 2, hein. Qui dit montée, descente, forcément on est obligé de regarder du côté de la Ligue 2. La JOCR est déjà qualifiée, hein, si j'ose dire, pour la Ligue 1. Quid maintenant de nos amis stéphanois et de nos amis angevins, les amis? Ça va être compliqué pour Angers, ça va être compliqué pour Saint-Etienne. Saint-Etienne qui va aller à Quevilly-Rouen pour la dernière journée, là où Angers vont recevoir Dunkerque. Moi, je pense que c'est plié pour Angers. Je pense que ça va finir deuxième tranquillement. Et pour tu crois vraiment? Ouais, moi je pense que c'est plié pour eux. Je pense qu'ils vont pas fléchir sur le dernier match. Je pense que c'est à domicile, c'est contre Dunkerque. Ça va être un match à la maison pour valider la montée. Je pense que ça va le faire. Et moi, j'ai totalement, en tout cas, confiance aux Angevins. Mais je pense aussi que Saint-Etienne va monter en Ligue 1. Moi, je suis persuadé que Saint-Etienne à travers les barrages finira 3e, jouera le 4e ou 5e de Ligue 2 et sortira le 17e de Ligue 1. Ouais. Léo? 16e. 16e. Ouais, 18, 17, 16. Ouais. Non, moi, comme Abou, je pense que Saint-Etienne va monter. Je pense que c'est important que Saint-Etienne retrouve la Ligue 1, à la fois pour le club, pour son histoire. Il y a toujours de la ferveur à Geoffroy Guichard. Hein. Aussi. Toujours. Hein. Parce que c'est un club qui est censé appartenir à l'élite. Après, moi, ce qui va être intéressant aussi, c'est les places de 4 et 5e, parce qu'il y a aussi Caen qui a 2 points de Rodez, 5e, donc qui aura l'opportunité de décrocher sa place pour les la finale des playoffs plutôt. Donc je pense que la dernière journée va être intéressante. Après, oui, Angers va monter directement. Je pense qu'ils ont une équipe intéressante, un projet qui tient la route, qui a tenu la route en tout cas cette saison. Et je pense que dans un championnat comme la Ligue 2, c'est ce qui prédomine. Donc selon moi, c'est Angers va passer et Saint-Etienne ira en play-off d'accession à la Ligue 1 directement. Ton pari, Angers, Saint-Etienne? Bah, c'est la facilité, c'est effectivement de dire ça. Maintenant, quand on regarde les derniers matchs d'Angers, il y a sur les derniers, je connais pas tout par cœur, mais il y en a quand même beaucoup où ils ont été menés au score et ils ont réagi. Ils terminent quand même un peu laborieusement quand même. Hein. Angers depuis au moins une douzaine de matchs. Quoi. Ouais, depuis février, donc, ça va moins bien. Et maintenant, c'est vrai que c'est Dunkerque qui est une très bonne équipe, Dunkerque. Qui a complètement changé de physionomie, qui a limite un peu à la lyonnaise, quoi, qui a complètement changé sa physionomie pendant le mercato. Dunkerque, ça a marché, ils sont sauvés. Alors, s'ils se relâchent, effectivement, oui, sinon ça va être quand même, ils vont pas être faciles à battre. Maintenant, c'est sûr que normalement, effectivement, la logique, c'est que les deux gagnent, et je pense que les deux équipes vont gagner. Saint-Etienne à Rouen, quoi, à Quevilly-Rouen, et puis et Angers contre lui. Mais par contre, moi, je suis pas du tout sûr que Saint-Etienne accède à la Ligue 1. Je suis pas sûr que si c'est un barrage, si c'est un barrage, ça sera, s'ils vont au bout, s'ils sont en barrage, ça sera en allant au bout. Contre Metz, un aller-retour, Metz-Saint-Etienne, parce que moi, vous savez que j'ai quelques connaissances du côté de Rodez, là, où avait lieu le match, là. Et ce qu'on m'a dit, quand même, c'est que, ils ont quand même ressenti une grosse pression sur les épaules des joueurs et tout. Et si des quels joueurs? Des joueurs moi, ceux que je connais, c'est Rodez, notamment l'entraîneur de Rodez, qui est un ami. Et il m'a dit, c'est vrai que, il excusait un peu les gestes d'humeur qu'il y a eu à la fin et tout. C'était un peu, il faut savoir la pression qu'il avait, quoi. Le 42 000, il m'a dit, on a joué à 42 000 l'année dernière contre Bordeaux, il y avait 42 000, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Saint-Etienne, quoi. Et forcément, les joueurs, ils ressentent cette pression. Donc, si jamais il y a un Saint-Etienne-Metz, en plus, là, c'est match retour à Metz, peut-être plus en leur faveur, malgré tout. Mais quand ils vont recevoir Metz, il va falloir qu'ils soient sacrément accrochés pour arriver à faire la différence dans le match retour. Et comme on l'a dit, s'il y a un Mikotadze, Metz, c'est loin d'être une mauvaise équipe, je pense, hein, surtout sur tous les derniers matchs, là, hein, ils ont. Ok, bah moi je vais dire le contraire de tout ce que vous avez dit. Hein. Goal à virage, faut savoir qu'en cas d'égalité, goal à virage, Saint-Etienne sont favorables puisqu'ils ont plus 18 et les autres ont plus 12. Les Angevins, ouais. Les Angevins ont plus 12. Et moi je vois bien Angers faire un match nul contre Dunkerque qui peut descendre aussi.
Ça, faut le dire. Si, bien sûr que si. Non, c'est fini. D'accord. Bah, j'ai le classement en face de moi. 3, ils sont à 36 journées, ils ont 40 points. Dunkerque, ils sont à 37 journées, 45. Si Dunkerque perdent leur prochain match, ils resteront à 45. Si 3 gagnent leurs 2 prochains matchs, ils passent à 46. Parce que tu crois qu'ils passeront pas perdre le match. Non, les amis, les on va pas vraiment avancer. Non, mais on va faire nos pronostics sur Angers et Saint-Etienne. On va s'arrêter là-dessus. Mais moi, je suis en train de dire le tout. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. C'est entre Angers et Saint-Etienne. Je dis juste que Dunkerque est une équipe qui joue directement contre Angers, et Dunkerque ont quelque chose à jouer. Le maintien. Donc, ils vont essayer de jouer à fond le match. Ils vont pas. Non, je comprends pas ce que tu dis là. Bah, c'est clair. Dunkerque, ils jouent contre Angers. S'ils ont match à rejouer. Non, mais 3 matchs à rejouer. Mais. C'est ça que tu dis. Moi, pour l'instant, parce que je vois, 3, ils ont un match en moins parce qu'il y a eu des incidents. Pour l'instant, c'est oui, mais pour l'instant, il a rejoué. Pour l'instant, il a rejoué. Moi, en tout cas, moi, ce que je vois, il a 36. Oui, il n'a pas été programmé, mais il sera pas qu'ils vont rejouer. Je pense que ce sera un match non joué. Ils vont pas le faire sur tapis vert. Ouais, la Ligue, ils vont pas se remettre dans ça. On verra. En tout cas, pour l'instant, en tout cas, Dunkerque, si la décision ne tombe pas plus rapidement, ils auront quand même à cœur de faire un résultat à Angers. Dans tous les cas, parce qu'ils sont en danger. Du coup, moi, je pense, moi, en tout cas, c'est ce que je vois. D'accord. En tout cas, moi, je vois Angers faire match nul et je vois Saint-Etienne gagner. Ah oui, je pense que Saint-Etienne passeront. Ça, j'avais juste le pouvoir de Dunkerque avec, je suis pas d'accord avec toi sur l'enjeu, mais en tout cas, le pouvoir de Dunkerque d'accrocher Angers dans le niveau et tout. Ça, effectivement, c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe Dunkerque qui a tout changé. Moi, je dirais qu'il n'y a rien à voir avec une équipe de 15e ou 16e. Maintenant, c'est impossible, je vous le dis là. Alors, je viens faire une émission sur YouTube tout nu. Si ça arrive, c'est impossible. Quel pari! Non, mais c'est on attend ça avec impatience. C'est impossible. Et les dirigeants de Dunkerque, ils ont quand même un peu du jeu. Et il n'y en a pas un qui va aller jouer à Angers en se disant il faut qu'on prenne un point pour se maintenir. C'est pas possible. C'est arrivé à Nancy, par exemple. Ce sera pas rejoué ce match. Mais non, mais c'est ce que je dis. C'est impossible qu'il soit rejoué. Ils étaient en train de perdre le match. Non, il y avait 1-1. Il y avait 1-1, donc au pire, le pire qui puisse arriver, le pire du pire, ça serait éventuellement entériner le résultat. Mais même pas, je pense pas. Puis ça serait dans le pire, jamais ils vont donner le match. C'est tapis vert pour toi, dans tous les cas. Mais non, mais bien sûr. Puis c'est arrivé à domicile par tes propres supporters. Ben oui, ton équipe elle perd, tu fais quoi à ce moment-là? Pronostic pour toi, Chekenza. Angers, Saint-Etienne, après on va basculer dans la Ligue des Champions, les amis. Je vois bien Angers aller en Ligue 1 parce que là, vraiment le boulot qu'ils ont fait, même si vraiment par moment cette équipe a été décriée, par moment il y a eu des relâchements et tout ça, mais je vois mal les Angevins vraiment louper la Ligue 1 à un match près. Parce que sincèrement, dans ce genre de posture, l'entraîneur, quand c'est comme ça, tout va se jouer au mental. C'est-à-dire qu'ils vont les préparer pour leur dire que les gars, vraiment, là, c'est une occasion à ne pas louper, c'est une occasion en or. Parce que le résultat vraiment des Angevins plutôt, ça leur donne la porte à la Ligue 1 directement, au lieu de passer par le barrage et tout. Quant à Saint-Etienne, je crois que oui, Saint-Etienne, ils seront barragistes et tout ça, parce que je vois mal vraiment une équipe de Rodez ou du Paris FC, mais vraiment faire sortir Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne face à Metz, ça c'est un autre match. Parce que chaque match a ses approches. Et l'équipe de Metz, vraiment, avec le contenu de jeu qu'ils nous ont produit, je vois pas vraiment Saint-Etienne monter, je vois pas Saint-Etienne revenir en Ligue 1 cette saison. Sincèrement, moi, je suis pour Metz. Et je crois que Angers et Metz, vraiment, ils seront en Ligue 1 la saison prochaine. Oui, rapidement, ce potentiel Metz-Saint-Etienne en barrage me fait, en tout cas sur le papier, en termes d'équilibre et tout ça, me fait un petit peu penser à celui qu'on avait eu entre Toulouse et Nantes il y a 2 ans. Un match équilibré sur le papier, 2 équipes qui ont l'habitude de la Ligue 1. Donc je pense que ça sera intéressant quoi qui se passe. Merci les amis, à présent on va basculer dans les coupes européennes. Alors les amis, vous êtes au courant, le Paris Saint-Germain et l'OM ont dit adieu aux coupes européennes. Quels enseignements tirer de leur campagne européenne et est-ce qu'on doit être malgré tout satisfait des demi-finales atteintes par ces 2 clubs? On va commencer par le Paris Saint-Germain qui est justement à jouer dans la compétition majeure qui est la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a été défait à l'aller comme au retour sur un même score de 1-0 par l'équipe du Borussia Dortmund, les BVB comme on les appelle. Abou. Ouais, il y a tellement de choses à dire sur ce match-là, en fait, sur ce match retour. Je sais même pas par où commencer.
C'est pour moi, en tout cas à titre personnel, et je pense que là je partage mon avis pour le coup, je trouve ça affligeant d'être éliminé contre Dortmund quand à le niveau du PSG. Je sais que Stéphane dira que ça reste quand même une bonne saison, que le PSG effectue quand même une bonne saison, que personne ne les attendait en demi-finale de Ligue des Champions. Toi tu parles à la place de Stéphane. Non mais je sais, je le connais. Mais quand une fois que tu arrives en demi-finale de Ligue des Champions, qu'on t'offre le Borussia Dortmund, équipe face à laquelle tu es supérieur, même si je sais que Malik, là je vais parler à la place de Malik, n'est pas d'accord. J'ai jamais été d'accord avec vous, hein, les amis. N'est pas d'accord. Moi je trouve que c'est une équipe qu'il fallait éliminer et le PSG ne l'a pas fait. Et c'est malheureux et c'est triste, mais le PSG a raté pour moi ces 2 matchs. J'ai entendu à la fin du match Fabienne Ruiz, Vitinha, qui disait oui, on a tout donné. Ouais, ils ont tous dit ça. Oui, mais non, vous avez pas tout donné les mecs. Et quand Vitinha, j'entends... oui. Oui, mais il parle pour l'effectif. Ils ont pas tout donné. De son point de vue à lui. Oui, il a tout donné. J'ai tout donné. Il aurait pu dire ça. Luis Enrique qui dit le football, je me rappelle plus de sa phrase. Peut-être que tu l'as, Stéphane. Non, la phrase je l'ai pas, mais c'est vrai qu'il a évoqué les poteaux. En disant oui, c'est de la chance, ça bascule. Non, vous auriez dû juste les éliminer. Vous l'avez pas fait, et c'est une énorme déception pour le Paris Saint-Germain et le football français. Eladj. Oui, bah, ce que Abou a dit, moi j'irais même un peu plus loin même, hein. C'est une honte, c'est vraiment une honte. Je suis vraiment déçu, mais j'ai l'habitude avec ce Paris Saint-Germain d'être déçu, mais là c'est vraiment une honte que le Paris Saint-Germain perde face à Dortmund de cette façon, aller-retour de façon lamentable, sans avoir joué, sans avoir montré leurs armes, parce qu'ils sont beaucoup plus forts que cette équipe de Dortmund, et je réitère, normalement ils auront dû leur mettre valise, aller-retour à cette équipe en jouant une demi-finale de Ligue des Champions, mais ils n'ont pas joué une demi-finale de Ligue des Champions, ils ont joué un match de Ligue 1 comme ils ont joué là contre Toulouse week-end dernier. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à Kenza. Ouais, concernant mon côté, il y a une grosse déception parce que on a vu un non-aboutissement vraiment de Paris sur les 2 matchs. On a vu que, je crois que peut-être que ils ont dû prendre Dortmund un peu à la légère. Parce que sur le match aller, Paris, oui, ils ont montré des belles choses. Au match retour, certes, il y a eu le poteau, mais pour moi, on n'aimerait pas voir ce Paris, en fait. C'est-à-dire, Paris devait se donner les moyens, les voies et les moyens, de montrer vraiment que c'est un grand d'Europe. Parce que là, le tirage, est favorable. Et déjà, avoir Dortmund vraiment en demi-finale de Ligue des Champions, c'est-à-dire que pour moi, sincèrement, Paris, ils avaient un pied en finale. Ben, ils ont manqué de tout, en fait. Ils ont manqué de tout. Je crois que tactiquement, Luis Enrique, il s'est un peu trompé. Je sais pas, il a quel problème avec Fabienne Ruiz. Je sais pas, il a quel problème. Au niveau de la défense, on a un Beraldo vraiment qui est pas présent, qui est en dessous. Mais à chaque fois qu'on le met, ben, je comprends pas. Là, il y a un problème. Et en plus, encore, au niveau vraiment du milieu de terrain, à un moment donné, contre Dortmund, ben, mais quand t'as Lucas Hernandez qui est blessé, tu veux mettre qui surtout au retour, là? Tu veux mettre qui? Danilo Pereira, il est meilleur. Oui, on l'a vu. Oui, Danilo Pereira, il a fait une preuve énorme hier. Non, pas une preuve énorme. Non, pas une preuve énorme. En fait, Stéphane, chaque match a ses réalités, mais Danilo Pereira, vu son expérience et tout ça, je crois qu'il aurait mieux appréhendé ces matchs. Moi, j'ai bien aimé le match de Beraldo. Mais t'as bien aimé le match de Beraldo, non, mais. En plus, surtout. Bah oui. Moi, je suis pas du même avis que vous. Je suis pas du même avis que les deux. Je suis pas du même avis que les deux. Je suis même pas du même avis que les deux. En vue du résultat, comme t'as dit que tu ne comprends pas en vue du résultat, Beraldo était censé être, et je dis bien censé être au marquage sur Hummels, qui ne l'était pas, et donc Hummels était tout seul, et donc ça fait tête et ça fait but. Donc si tu ne vois pas le rapport sur le but, je te le rappelle, Stéphane. Ah, je vois le rapport sur le but. Ah d'accord, ok, mais Beraldo, je t'en prie. Beraldo, au niveau du placement, c'est très limite pour un défenseur central déjà. Non, c'est assez rare de s'acharner sur un mec. Non, on peut pas s'acharner sur le mec. C'est vrai qu'on c'est inaudible. On peut pas s'acharner sur un mec, mais au niveau du collectif, on sent que vraiment Paris n'était pas prêt pour cette finale. Stéphane, je te donne la parole, Stéphane, on laisse finir. Paris n'était pas vraiment prêt pour cette finale, et il faudrait pas qu'on puisse se mentir, même si Paris allait en finale, mais ça serait vraiment un désastre face au Real, qui allait les marcher là-dessus, comme on tape des gamins dans les rues et tout ça. Il y a de la violence par ici. Non, pas de la violence, mais à un moment donné, on a vu que le PSG vraiment n'avait pas les moyens de revenir, oui. Puisque cette équipe manque de suceau de gars, et à un moment donné, il va falloir les réveiller. Non, mais ça, je suis d'accord. Non, mais Stéphane, juste avant que tu interviennes, je sais pas, moi, je vous avais dit ici la dernière fois que je ne trouve pas cette équipe parisienne au-dessus de Dortmund. Non, t'as pas dit ça. Individuellement. Et même collectivement aussi. Collectivement, deux défaites à l'aller et au retour, pour moi, ce n'est pas anodin.
Ouais, mais moi, je dis que c'est complètement absurde de s'acharner sur Beraldo. Je redis que je vois pas le rapport avec l'élimination sur un but, d'accord, effectivement, par un trou de souris, mais par rapport au fait de ce que dit Eladj, et je suis un peu d'accord avec lui, ce qu'on pouvait penser, c'est-à-dire qu'ils allaient gagner à l'aller et au retour. Moi, personnellement, j'en veux beaucoup plus à celui à qui j'en veux le plus, c'est Ousmane Dembélé, à égalité, on va dire, ou aussi, ou on va dire à égalité, si on veut, avec Kylian Mbappé, effectivement, mais beaucoup plus, mais 10 fois plus qu'à Beraldo. C'est vrai que quand t'es mauvais, quand t'es pas capable de mettre un but à l'aller ou au retour, effectivement, t'es pas à l'abri d'un mec de 21 ans qui fasse une ouverture seulement sur l'ensemble des 2 matchs. Moi, je suis persuadé de toute façon que c'était plus intéressant que Danilo, parce que vous, je sais pas, sûrement si t'es supporter du PSG, tu regardes tous les matchs du Paris Saint-Germain. Oui. Moi, si t'as regardé tous les matchs du Paris Saint-Germain, tu peux pas avoir confiance plus, en tout cas plus, je dis même pas que moins. Moi, je pense moins, mais je dis même pas plus en Danilo que en Beraldo. Et ça se trouve, il aurait fait un penalty, ou il aurait fait ce qu'il a fait hier, ou il aurait fait autre chose. Il y en a aucun qui était prêt. C'est peut-être là le problème du Paris Saint-Germain dans l'effectif et tout, qu'il n'avait pas au cas où Lucas Hernandez était venu pour jouer un poste à 3 derrière, ou peut-être à gauche parce que si ça avait été Mendes qui aurait été blessé ou fatigué comme c'était le cas, Hernandez aurait joué à gauche. Donc on peut pas dire ça. Le Paris Saint-Germain est pas sur le terrain. Maintenant, il y a clairement, pour moi en tout cas, par rapport au bilan de la saison, il y a 2 façons de voir les choses. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le Paris Saint-Germain, je vais pas dire que c'est une honte, parce que moi j'avais dit 50-50. Et je dis encore que là, si le Real Madrid venait et favorise peut-être du 60-40 pour Madrid la finale, si le Real Madrid perd, je dirais pas le Real Madrid, c'est une honte pour le Real Madrid de perdre contre Borussia Dortmund. Parce que ça voudra dire que les autres, ils ont été meilleurs, ou ils ont fait des choses meilleures. Surtout si le Real Madrid tire 4 fois sur le poteau, et je dirais pas ça. Je dirais que le Paris Saint-Germain devait gagner. Maintenant, en début de saison, on peut réécouter la première émission ici du quotidien du sport. Je me rappelle très bien de toi, par exemple, Chèque. Moi, je disais pareil. Pas Eladj, c'est le seul qui disait non parce que lui, il voulait. On disait tous, non, le Paris Saint-Germain n'a pas le niveau cette saison pour gagner la Ligue des Champions. Moi, j'avais dit, personnellement, en tant que supporter, mais non, mais il y a un truc, il y a un bémol quand même. Le match mon cher Stéphane, t'as peut-être pas le niveau parce que tu t'attends certainement dans ton périple à rencontrer City et toutes ces équipes, le Real, bien avant la finale éventuellement. Mais quand il se trouve que tu rencontres déjà la Real Sociedad, ensuite quand on regarde ça, on se même le Barcelone qui est diminué, ça fait quand même un calendrier assez abordable. Le Real Madrid ou Manchester City, tu le sauras jamais puisque les matchs ils ont pas eu lieu, donc tu pourras jamais le savoir. Déjà, moi j'invite juste, je pense que le Real Madrid est très largement favori. J'invite juste déjà, avant de rejuger l'affrontement Dortmund PSG, de savoir déjà ce que ça va donner Real Madrid Dortmund. On va tous avoir l'air un peu bête si éventuellement Dortmund gagne 1-0 ou gagne au penalty la finale de la Ligue des Champions. Ah non, du tout. Léo. On va se dire, on les a sous-estimés. Moi, je pense que celui qui a eu la meilleure réaction après le match, pourtant il n'a pas été bon, c'est Kylian Mbappé qui a dit « On a mis 6 poteaux, mais si on avait été bon, on les aurait mis au fond. » Lui, il en a raté il a raté une occasion énorme. Zahir Emery, en tout début de deuxième mi-temps, on a raté aussi une incompréhensible. Je pense que pour avoir une bonne demi-finale, il faut aussi 2 bonnes équipes. Et ni Paris ni Dortmund, pour moi, n'ont mis les ingrédients pour avoir une grosse demi-finale. Surtout quand on regarde à côté le Real Madrid, Bayern Munich, c'était le jour et la nuit. En termes d'intensité, en termes de qualité technique, en termes de tout ce que vous voulez. Tout. Même en termes de choix tactiques, c'était impressionnant. Après, concernant Paris, je pense qu'il faut quand même se dire que c'est une bonne saison, dans le sens où tu finis champion, même si c'est normalement quelque chose de normal. Tu vas quand même en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas tout le temps. Non, ce qui est normalement quelque chose. Voilà. On l'oublie. Tu vas quand même en demi-finale de Ligue des Champions, ce qui n'est pas anodin, avec un coach qui est là depuis 1 an, avec des joueurs qui sont jeunes, pour beaucoup en tout cas, qui ne sont pas là depuis longtemps. Avec un contexte quand même, parce que je sais qu'on en parlera tout à l'heure, mais Kylian Mbappé, comment il réagit, est-ce que lui ça le touche vraiment pas de savoir qui partira, est-ce qu'il partira pas. Je pense que Paris peut voir venir la
prochaine avec des ambitions peut-être plus grandes encore que celle-ci. Pour autant, il faudra que effectivement certains joueurs et même certains cadres élèvent leur niveau de jeu la saison prochaine. Et quid de Luis Enrique? Quid de Luis Enrique? Personne n'a parlé de Luis Enrique. C'est vrai, il y a des joueurs qui ont failli, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il a fait un mauvais coaching. Au niveau il a tout de même ses responsabilités. Moi, c'est juste que j'ai pas voulu citer tout le monde, parce que si je cite tout le monde, Beraldo, oui, ok, ce n'est pas de sa faute qu'on ne s'est pas qualifié, hein, mais un choix comme Beraldo, moi, Danilo Beraldo, je les trouve au même niveau, c'est catastrophique les deux. Mais Danilo a une plus grande expérience européenne et une plus grande expérience tout simplement que Beraldo. Moi, j'aurais aimé voir Danilo, même si hier il a fait un très mauvais match. Maintenant, en dehors de ça, hier, hein, c'est face à Toulouse. Face à Toulouse, oui. Et maintenant, si on revient sur Luis Enrique a fait les mauvais choix. Il s'est toujours habitué à jouer avec Barcola, Mbappé en pointe et à droite Dembélé. Et là, d'un coup, il veut mettre Ramos en pointe. Or que le match aller, il l'a pas fait jouer une seule minute et il a fait jouer Randal Kolo Muani. Non mais va savoir ce qui se passe dans son crâne. 2 secondes, personne ne le comprend en fait. Pourquoi le PSG aussi va mal? Parce que Luis Enrique veut prendre toute la lumière. Il veut se montrer plus grand que les joueurs. Or que d'habitude, en tant que coach, on voit bien Carlo Ancelotti, en toute humilité, à chaque fois qu'est-ce qu'il dit, ses joueurs, c'est grâce à ses joueurs, c'est grâce au président. Il remercie tout le monde. Même celui qui leur apporte du café, il le remercie. Et il parle que de eux. Lui, il se met pas en avant. Luis Enrique se met en avant au-dessus des joueurs. Et il dit vraiment, voilà. Et c'est ce qu'il veut montrer en faisant des choix tactiques pour que tout le monde parle de qui? El Loco. Et on dit, voilà, c'est Luis Enrique qui a fait ci, c'est Luis Enrique. Si on a gagné le match, c'est grâce à Luis Enrique. Et pour pas qu'on parle des joueurs. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme ça. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas Luis Enrique. Même dans sa communication, il est naze. Je dis pas que c'est un mauvais coach, hein, mais depuis qu'il est arrivé au PSG, moi je pense qu'il se fout un peu de la gueule de un peu tout le monde. C'est Stéphane qui le défend, Jagaza. Ouais, moi vraiment, Luis Enrique, après, on n'est pas vraiment les dirigeants pour décider vraiment qui doit être pris comme coach et tout ça. Luis Enrique, quand il a tout d'un Léo, il a parlé d'une bonne saison. Non, c'est pas une bonne saison pour un Paris Saint-Germain qui, depuis les Qataris, depuis 12 ans, cherche à gagner ses titres, qui est le meilleur titre européen et qui n'y arrive pas. C'est un énième échec. C'est-à-dire qu'échec après échec, et à un moment donné, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions au sein du club. C'est-à-dire que le PSG ne part que d'échec en échec. Je me parle de Luis Enrique qui fait une bonne saison. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Le PSG ne fait pas une bonne saison parce que le PSG ne fait que marcher sur le championnat de France année après année. Mais le vrai problème, c'est en Ligue des Champions. Pour être un grand d'Europe, tu te dois de t'assumer en Ligue des Champions. Mais si tu n'arrives pas à battre Dortmund aller-retour, c'est que tu n'es pas un grand d'Europe. À un moment donné, oui, c'est le PSG, qu'on le dise ou pas, c'est une équipe de losers. Une équipe qui perd tout le temps. Bah oui, tu sais quand même que dans les chiffres... Là, tu as touché Stéphane. Non, mais je parle juste au niveau du factuel. Dans les chiffres, si jamais, déjà à ce stade aujourd'hui, puisqu'il y a la finale de la Coupe de France à Paris, c'est la meilleure saison de l'ère Qatari. Donc, c'est quoi, c'est les stats, c'est ça? Non, mais pas juste les stats. C'est-à-dire, avant même de jouer Dortmund, jamais, depuis que les Qataris sont à la tête du club, le club n'était en demi-finale de la Ligue des Champions, en tête du championnat de France, quasiment sûr, ou même sûr, champion de France. Tourelle a ramené l'équipe en finale, non? Et en finale de la Coupe de France, oui, mais en Coupe de France, et les trois réunis, ça n'est jamais arrivé. Mais avec Pochettino, on a fait une demi-finale quand même. Avec Pochettino, on a fait une demi-finale. Oui, mais c'est pas un exploit quand même. Cela dit, c'est pas un exploit. Le Paris Saint-Germain n'a pas encore gagné la Coupe de France. Non, il ne l'a pas encore gagné, mais même, c'est pour ça que je dis, à l'heure actuelle, même qualifié pour la finale de la Coupe de France, en demi-finale de la Ligue des Champions et champion de France, ça n'est jamais arrivé, jamais cette situation n'est arrivée sous l'ère Qatari. Ensuite, ce que je dis juste, c'est que la preuve, effectivement, aujourd'hui, pour moi, c'est la culture de l'instant. C'est-à-dire la culture de l'instant, c'est qu'on s'est fait, le Paris Saint-Germain... Là, on n'est plus dans l'instant, ça fait quand même plus de 10 ans. Ça a perdu quand même, ça a perdu. Laissez-moi terminer. On reste sur une grosse déception. Le Paris Saint-Germain a perdu contre Dortmund, alors que tout le monde les voyait gagner. Déjà, je dis juste, entre parenthèses, attendons de voir contre le Real Madrid, qui est-ce qui va gagner, C'est le Real Madrid qui vont gagner. Ouais, je pense aussi. C'est le Real Madrid qui vont gagner. Ils vont leur mettre une vraie gifle, ils vont remettre rectifier à leur place. Attends, je termine. Et après, simplement dit ça, je dis que les faits, moi je parle des faits, pas des stats. Il y a 6 mois, tu ne trouvais pas un seul des appareils qui dit, il pourrait, moi je veux qu'ils y aillent, machin et tout. T'as personne de sensé
qui t'aurait dit le Paris Saint-Germain sera finaliste au pire de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a la pire équipe de l'ère qatari, ce qui m'énerve parce que ça c'est pas tous les pas ici, mais tous les médias en général, beaucoup de médias disent ça. Ils continuent peut-être. Tu mets quoi dans pire? La pire équipe des Qataris. Il y a moins de stars, c'est ça? Ouais, il y a moins de stars. Il y a moins de stars. En termes de jeu, vraiment, c'est pas flamboyant comme on a l'habitude de voir avec des Verratti. Il y a autre chose, les amis. Oui, mais c'est pas flamboyant. Même moi, je dirais que c'est la pire équipe. Je termine pour ça. Je trouve ça fou. C'est que, il y a 6 mois, il y a personne qui voyait le PSG en finale de la Ligue des Champions. 6 mois? À part peut-être Elad qui voulait. Ouais. Je sais même pas si t'as dit ils vont y aller, mais en tout cas tu voulais. Non, mais ça c'est le supporter là. Si on veut rester objectif. Non, moi c'était pas supporter. Personne ne voyait. Moi personnellement. C'est quand même 5 défaites les amis quand même dans le parcours là. Malik, même c'est le PSG eux-mêmes. Je termine juste ce que je dis. Le Paris Saint-Germain eux-mêmes. Par l'intermédiaire du président Khalafi a dit en début de saison, c'est fini. On n'ambitionne pas de gagner la Ligue des Champions cette année ou avant quelques années. On part sur un autre projet. Donc même eux l'ont dit, les observateurs l'ont dit, tout le monde l'a dit. Mais aujourd'hui, comme il y a eu, c'est pour ça que je parle de non mais il y a quelque chose que je comprends pas parce que quand je regarde l'enveloppe qui a été dépensée pour le recrutement du Paris Saint-Germain, là on peut pas tous parler en même temps, qui a été dépensée justement pour ce mercato. Je crois qu'on est autour de un peu plus de 200 millions d'euros, si je ne m'abuse. J'ai plus les chiffres exacts. Tu peux pas dépenser autant d'argent et dire non, nous on n'ambitionne pas cette année de gagner la Ligue des Champions. Tu peux dire ça. On dépense sans compter, mais on n'a aucune ambition particulière. Tu peux dire ça si t'es un peu intelligent et tu sais que l'argent suffit pas à faire gagner. Tu peux dire ça si dans tes joueurs que tu recrutes très cher, tu sais très bien toi que t'étais un peu obligé de les payer aussi cher parce que les clubs voulaient pas les lâcher, mais qui valaient peut-être pas aussi cher, et que dans ces joueurs que t'as acheté très cher, il y en a, si c'est pas tous, la grande majorité, ils ont maximum 23 ans. Donc dans ce cas-là, tu peux dire ça. Moi personnellement, je dis juste une chose, je suis supporter du PSG depuis 30-40 ans. En début de saison, on m'aurait demandé de signer un papier PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, PSG champion de France et PSG gagne la Coupe de France, j'aurais signé le papier. Oui, mais ça OK, mais une fois ça arrive, non mais Stéphane, je vais pas dire c'est un échec. Stéphane, une fois que le parcours est engagé et que tu te retrouves avec plus ou moins des tirages assez favorables, l'appétit quand même vient en mangeant. Parce que ces équipes-là, a priori, étaient à ta portée. Donc, quelque part, on peut parler d'échec. C'est un échec de ne pas avoir battu Dortmund et de s'être qualifié pour la finale. C'est un échec sur le fait, la culture de l'instant. À l'aller et au retour. Quand tu regarderas le bilan du Paris Saint-Germain si jamais le PSG gagne la Coupe de France, quand tu regarderas le bilan du Paris Saint-Germain, il y a donc toi tu te satisfais. Ouais, moi je m'en satisfais. OK, d'accord. OK, on va progresser les amis. Justement professionnel et observateur de foot, je m'en satisfais tout à fait de voir ce PSG demi-finaliste de la Coupe de France et qui gagne toutes les autres compétitions. Merci Stéphane, on va progresser, on va rester justement avec le Paris Saint-Germain à travers son capitaine Marquinhos. C'est parti. Alors les amis, le capitaine parisien Marquinhos est lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2028 et à ce jour il demeure le joueur le plus expérimenté du club. Cependant, malgré ses nombreux succès, les échecs répétés en Ligue des Champions peuvent interroger sur sa capacité à mener l'équipe vers la victoire ultime. Dans cette perspective se pose la question cruciale. Le Paris Saint-Germain doit-il se résoudre à tourner la page Marquinhos pour insuffler un nouvel élan et ainsi augmenter ses chances de conquérir enfin la Ligue des Champions? On est toujours dans cette Ligue des Champions les amis. On s'arrête sur Marquinhos, c'est le capitaine, il a rempli le contrat jusqu'en 2028. A priori, l'entraîneur Luis Enrique veut le garder, le conserver. Est-ce que vous pensez que Marquinhos doit continuer encore avec cette équipe parisienne si tant est qu'elle ait des ambitions de gagner cette Ligue des Champions enfin? À vous. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pas la gagner jusqu'en 2028, la Ligue des Champions avec Marquinhos. Alors moi, j'ai rien contre Marquinhos, qui fait une formidable saison cette année. Bravo à lui, félicitations Marquinhos. Il a arrêté de pleurer, il a décidé de jouer au football. Mais moi, je trouve que c'est une honte, pour réutiliser le terme d'Elhadj, qu'un joueur comme Marquinhos
pendant toutes ces années, n'ait pas été remis en question une seule fois au Paris Saint-Germain. Il est titulaire année après année, que le club se qualifie, que ça ne qualifie pas. Marquinhos est titulaire, toujours à la fin de l'année, c'est plein de bisous là. Il a fait une bonne saison, on a oublié toutes ses mauvaises autres saisons. Pour moi, c'est un joueur à qui il manque quelque chose pour passer le cap que le PSG veut passer. Ils peuvent pas le passer avec un joueur comme Marquinhos. Après, malheureusement, tu prends un joueur comme Skriniar qui doit t'aider à passer ce cap-là, il passe totalement à côté. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'arrive pas à expliquer. Le PSG qui prend des super bons joueurs, une fois arrivé au club, ils y arrivent pas. Mais en tout cas, Marquinhos, pour moi, il a plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Il a fait le tour. Bravo Marquis, t'es une légende du club, t'es une légende de la Ligue 1. Bravo pour tout ce que t'as fait. Vous mettez légende à toutes les sauces, mais non, mais c'est ce que non, mais Marquis, c'est une légende quand même. C'est ce qui ressort de ce qui se dit. C'est une légende, c'est parfait, c'est un formidable joueur, mais à un moment donné, moi je trouve que Marquinhos, en tout cas, c'est pas le joueur qu'il te faut, et encore moins le capitaine qu'il te faut pour aller chercher une Ligue des Champions. Et si les Parisiens veulent se satisfaire d'un joueur comme Marquinhos jusqu'en 2028, qu'ils en soient sûrs, jusqu'en 2028, ils ne remporteront pas cette Ligue des Champions. Il lui manque quelque chose. Faut évacuer tous ces joueurs-là. Et à un moment donné, faut les évacuer. Et Marquinhos, j'en suis sûr que le jour où il quitte le PSG et qu'il va dans un autre club, avec son club, il réussira à gagner la Ligue des Champions, comme l'a fait Thiago Silva. Mais il y a des joueurs de l'ère Qataré qu'il faut évacuer. Comme on a évacué Thiago Silva. C'est quasiment le dernier, Ouais, comme on a évacué Marco Verratti, faut évacuer. Tous les joueurs qui ont pris 6-1, là, faut les évacuer. Dehors. Merci pour tout, messieurs. Merci pour tout ce que vous avez fait, parce qu'il faut pas l'oublier non plus. Merci pour tout ce que vous avez apporté au PSG et à la Ligue 1. Mais c'est plus possible de continuer sous les couleurs du Paris Saint-Germain. En tout cas, moi j'avais une question déjà avant ça, avant d'y répondre. Qui a écrit la question? C'est pas ça le sujet. Ah bah, moi je te dis vraiment, bah la question, en fait, la question est posée. La question est posée. Il faut apporter les réponses. Si tu as des arguments contradictoires, tu les apportes. Et puis on t'écoute. D'accord, bah là c'est des arguments. Bah les arguments en fait ils sont déjà là, déjà sur la question, parce que je me pose la question déjà qui a écrit cette question, parce que cette question pour moi elle n'a rien à faire là. Ça n'a. En quoi on peut s'entourer d'un joueur, poser une question sur un joueur, est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions par rapport à ce joueur-là? C'est le joueur le plus ancien du Paris Saint-Germain, c'est le capitaine du Paris Saint-Germain. Qui fait une très bonne saison cette année. C'est le joueur qui a été de toutes les épopées qataries jusqu'à aujourd'hui. Et le Paris Saint-Germain n'arrive pas à franchir justement ce cap qui lui permet de gagner cette Ligue des Champions. Okay. Donc la question moi, je reviens est assez légitime à ce jour. Non, moi je pense. Et en plus, il a prolongé jusqu'en 2028. Oui, mais donc ça veut dire qu'il est là pour un contrat longue durée. La question n'était pas légitime, mais selon mon avis encore, et selon mon humble avis encore, Abou, je reviens encore là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec toi, comme tu l'as dit. On a pris des joueurs. Marquinhos a été remis en cause. Durant tout ce temps, Marquinhos a été remis en cause. On a essayé de ramener des joueurs qui n'ont pas fait l'affaire, que ça soit Danilo Pereira, que ça soit mais Skriniar jouer défenseur central, hein, Danilo Pereira. Non, il a pas joué milieu défensif. Pour jouer milieu défensif, mais en sachant qu'il peut jouer défenseur central aussi. Oui, mais pas pour en sachant, non, mais après c'est avec les choix du. Oui, non, mais il a pas été acheté. Est-ce qu'on a acheté un joueur et on a dit on prend ce joueur-là pour remplacer tel joueur? Non, ça n'existe pas. Bah si, ça on achète, non, tous les jours. Non. On achète un joueur à ce poste-là, on sait qu'on va le mettre en concurrence. Et le meilleur des deux jouera. Skriniar n'a pas été bon. Skriniar, dès qu'il est arrivé, la question tout simplement, Skriniar il est arrivé, il a eu une opération au dos. Déjà, dès qu'il est arrivé, il a signé son contrat, opération du dos, il doit revenir, il est en convalescence, il doit commencer. Déjà, pour moi, c'est un mauvais investissement, et dès là, il perd le statut de bon joueur. Parce que même quand il était à l'Inter, il commence à enchaîner les pépins physiques. Et des joueurs comme ça, on ne peut pas les prendre. Maintenant, moi, je pense que, avec Marquinhos ou sans Marquinhos, ça n'importe peu aujourd'hui. Marquinhos, cette saison, a été l'un des meilleurs joueurs du PSG, et du coup, je ne pense pas que ça pose problème, le 6-1 qu'ils ont pris contre le Barcelone. Je ne pense pas que, même s'il fait des mauvais match ou quoi, ça peut poser des problèmes ou ça peut entraver le PSG à gagner la Ligue des Champions. Je ne pense absolument pas que tous ces arguments-là sont, en tout cas, dans la question, c'est bien précisé, insuffler un nouvel élan. S'il ne s'agit pas de dire que Marquinhos n'est pas un bon joueur, c'est pas ça l'idée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Insuffler un nouvel élan. Chacun ça. Oui, moi, je crois que à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de chercher des fautifs, Marquinhos et tout ça. On a pris l'exemple Thiago Silva. Mais tout à l'heure, tu as bien cartonné Beraldo. Oui, je parlais de Beraldo parce que parce que Beraldo, à un moment donné, Beraldo, lui, par contre, on peut le tirer là-dessus. Ouais, mais Marquis, cette saison, Marquis, il est exempt de tout reproche. C'est ton pote en plus, Marquis. Cette saison, Marquis, il est exempt de tout reproche. Comme à un moment donné, Thiago Silva l'a été. Marquis, je crois que Marquis, qu'on le veut ou pas, aujourd'hui, c'est une valeur sûre du club. Oui, parce que là, il a gagné en maturité. Là, on a eu un autre Marquinhos. Et Marquinhos, maintenant, qui peut agir et tout ça. Et on sent, lui, un capitaine, vraiment. Moi, je crois que c'est le capitaine idéal. Je crois que ce Marquinhos-là,
Si on l'a encore jusqu'en 2028, on peut la gagner cette Ligue des Champions. Parce qu'il faut pas tout remettre en cause. C'est ça le problème du Paris Saint-Germain. À un moment donné, on a dit ouais, le problème c'était Messi, c'était Neymar. Après on a dit à un moment donné, le problème c'était Thiago Silva. C'était des problèmes. C'était des problèmes. Messi en tout cas c'était un problème. Mais Thiago Silva il est parti. Mais là, depuis le départ de Thiago Silva, le PSG en Ligue des Champions c'est catastrophique. Non, c'est pas catastrophique. Si, On peut pas dire ça. Tu dis que Marquinhos c'est super bon, et tu dis que depuis le départ de Thiago Silva, le PSG c'est catastrophique. Non, comme je dis ça, en sachant que Thiago Silva était l'un des meilleurs défenseurs Oui, du Saint-Germain, qui est parti et qui est parti, 6 mois après, il a gagné une Ligue des Champions. ouais, il gagne la Ligue des Champions, il gagne la Et Ligue là, des j'en Champions à laisse chacun Chelsea. à finir. Il gagne la Ligue des Champions à Chelsea, il gagne la Ligue des Champions à Chelsea. Restons sur Marquinhos, s'il te plaît. Ouais, mais Marquinhos présentement, il n'y a pas meilleur que défenseur, il n'y a pas meilleur que lui au PSG. Quand Donc on pour regarde, toi, c'est bon, il est dans la Ouais. dynamique pour insuffler encore Voilà. le projet qui arrive ouais, dès la moi saison je crois que prochaine. ça serait Stéphane, très bien pour Marquinhos pour. La différence, je pense que la différence, et moi je suis exactement pareil que Elad, j'étais hyper choqué de cette question. En fait, par rapport à la réponse de Abou, je dirais simplement, moi je poserais la question, les amis, est-ce que vous pensez que Marquinhos porte malheur à l'équipe parce qu'il est, il a été marabouté? C'est un peu ça. Ben oui, c'est ça. Moi, je te ouais. dis, c'est un peu ça. La question, c'est exactement c'est comme ça parce que Ah, mais vous rigolez, les la gars. question mais plus chacun, il subtile, voit comment il faut, la moi, question c'est- peut-être un peu plus subtile pourrait être de dire est-ce que le PSG n'a pas besoin d'un grand capitaine qui soit, je pense par exemple quand c'était, je sais pas, la saison dernière, le mec qui avait un peu ça, un Sergio Ramos par exemple, un grand capitaine qui dans le vestiaire aurait su peut-être l'année dernière aussi mettre du calme dans le vestiaire avec Messi, Neymar et Mbappé et tout ça. La question éventuellement elle est là, mais certainement pas se débarrasser d'un joueur. Comme on dit, aujourd'hui c'est le meilleur défenseur du Paris Saint-Germain sur la dernière saison, parce qu'on va pas dire ouais il a pas été bon il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc aujourd'hui il est exempt de tout reproche, il fait une bonne saison. Effectivement tu peux peut-être essayer de recruter. Est-ce que le Paris Saint-Germain n'aurait pas besoin d'un grand capitaine? Un grand leader, même un joueur, je pense effectivement, comme pouvait l'être par exemple Thiago Silva, même s'il a été aussi beaucoup critiqué lui par de ce côté-là quand il était là, Thiago Silva. Mais est-ce qu'il n'a pas besoin d'un grand capitaine pour tirer l'équipe vers le haut? Mais en tout cas certainement pas avec ou sans Marquinhos. C'est le meilleur qui joue. En début de saison, moi je me rappelle très bien en début de saison, quand il va être revenu de blessure. Stéphane, la question elle est posée à dessein. Hein. L'idée, c'est de dire que quand Marquinhos, ça veut pas dire que Marquinhos n'est pas un bon joueur. Parfois, tu peux être très bon, C'est un marabout, mais en fait. parfois, t'as fait le tour de là où tu es. T'as besoin de changement pour toi-même et pour le club. L'idée de la question, c'est bien ça, insuffler un nouveau souffle. Est-ce que Paris Saint-Germain, c'est quand même un club qui a les moyens. Est-ce qu'aller chercher, par exemple, je sais pas moi, un Van Dijk, par exemple, un monsieur patron de la défense, tu vas chercher avec une carrure, avec Marquinhos, quelque c'est un chose, charnière central, où c'est un en termes Marquinhos, de Van Dijk. personnalité et en termes de jeu, il y a quand même une plus-value qui est palpable. C'est dans ce sens qu'est posée la question. Maintenant, on sent bien que vous avez quand même une forme d'attachement pour Marquinhos. C'est pas ça le sujet. Mais si on veut rester qu'on sent bien, c'est que je pense que c'est le meilleur défenseur de Ligue 1, quoi, c'est purement foot, Et un des c'est meilleurs en de Europe, ça qu'il s'agit. Cher Léo. Non, moi je rejoins ce qu'a dit Stéphane. Je pense qu'il y a des grands joueurs dont Marquinhos fait partie, mais que Marquinhos ne sera jamais un grand capitaine. Il a toujours été très carré envers le PSG, on l'entend très rarement, on l'a même jamais entendu critiquer le club. Son entourage, bon, à part son frère, a l'air plutôt sain. Je pense que Marquinhos, moi il me fait un petit peu penser, alors à moindre mesure bien évidemment, à Harry Maguire quand il est arrivé à Manchester United, qu'on lui a donné le brassard de capitaine. Il n'a pas la carrure pour porter le brassard d'un tel club. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le Paris Saint-Germain, c'est un grand club européen, donc avec de la pression, même si, oui, d'accord, l'ambiance du Parc des Princes n'est pas toujours la plus chaude en Europe, pas celle qui va pousser le plus, mais je pense que Marquinhos, aujourd'hui, il faut lui trouver quelqu'un. Effectivement, Sergio Ramos, c'était un très bon capitaine. D'ailleurs, il a été capitaine au Real Madrid, donc bon, et pendant de longues années, donc ça en dit long sur le bonhomme. Mais que Marquinhos, aujourd'hui, n'est pas un meneur d'hommes, n'est pas un leader de vestiaire. Alors, il va peut-être parler, on a déjà vu dans les films RMC, il est là, il serre les poings, il crie et tout ça. Mais un mec comme Van Dijk, par exemple, comme tu l'as mis, je pense que ce serait, par exemple, le complément idéal à ce joueur. Et sans rien, encore une fois, sans rien enlever à la qualité du joueur et de l'homme qu'est Marquinhos, parce que je pense qu'il a beaucoup encore à offrir. Parce qu'il n'a que 29 ans, il me semble, c'est ça ? 29 ans, 30 ans. Ouais, 29 ans, ouais. Je sais pas s'il les a eu ou il va les Donc, avoir. c'est pas un joueur en fin de carrière. C'est un joueur qui a, d'ailleurs, encore, on va dire,
au sommet de sa carrière en termes d'âge, en termes de possibilités de performance. Mais il faut lui enlever, je pense, le poids que représente le brassard de capitaine. Merci Léo, on continue toujours. Cette fois-ci les amis, on va s'arrêter avec l'équipe de France. Alors les amis, le 16 mai prochain, le sélectionneur Didier Deschamps va dévoiler les joueurs sélectionnés pour l'Euro 2024 en Allemagne. Combien seront-ils? Va-t-il prendre 23 ou 26 sélectionnés? Peut-on s'attendre à des surprises? Mon cher Stéphane, je crois que tu as peut-être des infos. Non, j'ai pas d'infos, si ce n'est que ma connaissance un peu de Didier Deschamps fait penser que non, on n'est pas à l'abri, mais d'après moi, non. Il va pas prendre de surprise. La preuve, c'est que il va peut-être prendre Bradley Barcola, qui est jamais venu en équipe de France. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une surprise? Et bah justement, c'est ce que j'allais dire. C'est même plus une surprise, puisque lui-même, dans une interview à l'AFP, a dit que la porte était ouverte, mais attention, c'est pas sûr que je prête. Ça veut dire que je sens pas maintenant à la fois le garçon qui a dit, je le répète, qui a dit il y a quelques temps, vous connaissez de façon malice, c'est tous les joueurs qui sont passés par sauf blessure, pour ça avec des blessures, il pourrait y en avoir, par le groupe France ces 2 dernières années. Avant Barcola, il a dit c'est pas mon habitude de prendre des joueurs qui ne sont jamais venus en équipe de France, mais peut-être lui. Donc je ne vois pas, je me trompe peut-être, mais je ne vois pas prendre un joueur comme ça qui brille, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a quasiment pas entendu parler, et prendre ce joueur-là pour venir. Alors maintenant, on peut aussi parler de Lacazette, c'est autre chose. Lacazette, on en a parlé à l'émission dernière, je pense que il le prendra jamais. S'il avait voulu le prendre, le reprendre à un moment donné en équipe de France, il a eu l'occasion pendant X années de le faire. Il l'a jamais fait. Lacazette fait une bonne saison, mais il fait pas non plus une saison à 25 buts. Il en est à 17, je crois, 16 ou 17. Il fait une saison très correcte, mais bon, il est pas non plus encore au-delà. Il est pas le meilleur buteur de Ligue 1. Et donc, je pense que s'il l'a pas pris alors qu'il a fait des très bonnes saisons à Arsenal, il l'a pas rappelé à l'époque. C'est pas pour le prendre maintenant. Alors ça, par contre, ça serait une surprise, mais ça, je pense pas. Après, on parlait de Olysée, c'est ça? Olysée, oui, éventuellement. Olysée, ouais. Crystal Palace. D'abord, je pense que c'est un jeune qui est dans les âges de jouer, va jouer les Jeux Olympiques, peut-être, quoi. Je pense pas qu'il y jouera. J'espère, oui. Ouais, je pense que son club le laissera pas, donc il le jouera pas. Mais en tout cas, il serait plutôt dans cette veine-là, à moins qu'il sache avant que le club le laissera pas, donc il peut le prendre. Mais je vois pas. Olysée, ça joue plutôt à droite, hein. Olise, c'est Olise ou Olysée plutôt? Olise, milieu polyvalent. Milieu polyvalent, je joue à droite. Donc ça peut être un suppléant à commande qui sera pas du tout. Non, parce qu'il a certainement jamais joué pas là. Coupe d'Europe en plus. Ouais. Et Deschamps a beaucoup d'importance. Pas que Deschamps, tous les sélectionneurs. Oui, c'est vrai. Tous les sélectionneurs. Moi, je me rappelle, avant la Coupe du Monde 98, alors, d'un autre temps, Jacquet, il nous avait dit dans une interview, il prend Thierry Henry au lendemain d'un Monaco-Juventus, je crois, avec une masterclass de Thierry Henry qui doit être 2 ou 3 buts. Et il dit, on attendait ça. Pour sélectionner, même c'était 6 mois avant la Coupe du Monde, pour le sélectionner en équipe de France, on attendait qu'il fasse ça, ce genre de prestation. Donc moi, j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout. Et par contre, je crois toujours à une Nkunku qui a encore joué un quart d'heure là. C'était bien Nkunku, toi. Chakenza, est-ce qu'il y aura des surprises dans la liste de Didier Deschamps? Non. Concernant Didier Deschamps, je suis pas trop sûr parce que je crois que il va un peu revenir sur le dernier rassemblement. Peut-être que Moussa Diaby sera rappelé et je crois qu'il est je crois dans les schémas, je crois qu'il est plus parti pour prendre 26 joueurs comme il avait fait au dernier rassemblement parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup garder le groupe, tout ça, la symbiose, la bonne ambiance et il aime prendre des joueurs qui maîtrisent et tout ça parce que pour lui le groupe est tellement important. Parce que tous les résultats qu'il a eu sont en fonction d'un groupe où l'esprit était sain et tout ça, des joueurs qui s'entendaient bien. Donc je vois pas vraiment ramener quelques jeunes. Peut-être hormis Barcola, comme il a dit. Peut-être oui, parce qu'il a fait des bonnes prestations en Coupe d'Europe. Ça aussi, ça peut être un peu dans l'œil de l'entraîneur. Peut-être oui. Pourquoi pas un Kefrem Thuram. Oui, ça sera aussi peut-être 2 surprises. C'est les 2 que je vois avec Moussa Diaby. Ouais. Abou?
Non, moi je pense pas qu'il y aura de surprise. Et d'ailleurs, Deschamps et surprise dans la même phrase, moi je trouve que c'est deux mots qui vont pas ensemble. Il est pragmatique, il fait toujours la même chose à peu près. On sait à peu près ce qu'il va faire à chaque fois. Il va peut-être en faire une, il prévient. Ouais, quand il a pris Benzema par exemple, on le sentait venir depuis déjà plusieurs semaines qu'il allait prendre Karim Benzema. Donc non, moi je pense pas qu'il y aura de surprise. Il y aura peut-être un joueur inattendu, mais même ce sera pas une grosse surprise. Par exemple, Olise, moi je pense pas qu'il le prendra. Non. Parce qu'il y a cette histoire de Coupe d'Europe. Lacazette, il le prendra pas non plus. La surprise, ça peut être quoi? Moussa Diaby. Est-ce que c'est vraiment une surprise de prendre Moussa Diaby à ce niveau-là? Je suis pas sûr. Donc non, moi je pense pas qu'il y aura de Ferland Mendy. C'est pas une surprise aussi, c'est un joueur qui connaît le groupe. Lucas Digne. Non, je crois pas. Ce serait déjà une plus grande surprise, mais je suis pas sûr qu'il prenne Lucas Digne. Ouais, je suis pas sûr qu'il le prenne. Je pense qu'il ira. Tu le vois jouer, il fait une bonne saison. Hein. Ouais. Oh, mais il y a non, mais tu vois, Mendy est bien meilleur que lui, par exemple, sur la série. Ouais. Et puis en plus, j'ai entendu qu'il y avait des émissaires de Didier Deschamps à Real Madrid, Bayern. Et quand tu vois en plus le match qu'il fait Ferland Mendy ce soir-là, en plus. Sans les blessures, c'est vrai qu'il a retrouvé son vrai niveau. Ça serait quand même La seule surprise, ça aurait pu être Sacha Boey qui s'est totalement raté en allant au Bayern Munich. Le pauvre. Il s'est blessé surtout. Ouais, mais ça aurait été. Mais même avant ça, je crois que son premier match avec le Bayern, c'est cataclysmique. Il arrive, il est dépassé par le truc, il est dépassé par les événements. Donc ça aurait pu être la seule probable surprise, mais sinon il n'y en aura pas. Il aurait peut-être pris Léo. Il aurait pris petit en mars. Non, moi je suis d'accord, je pense pas qu'il y aura de surprise, parce que Didier Deschamps c'est quelqu'un qui n'aime pas prendre de risques, qui plus est alors que y a un championnat d'Europe qui se profile dans 2 mois. Barcola, s'il venait, ce serait même pas une surprise, au final, parce que il y a un tapage médiatique autour du joueur depuis quelques mois, on en parle beaucoup. Il y a surtout de bonnes prestations aussi. Aussi, bien évidemment, mais on en parle beaucoup, c'est limite quelque chose auquel on pourrait s'attendre. Oui, Michael Olise ne sera pas en équipe de France. Par contre, on peut avoir la surprise peut être le rappel d'un ancien. Type. Je pense par exemple Verretou ou Guendouzi. C'est pas des anciens tant que ça. Un ancien, non, pas un ancien dans le sens d'âge, un ancien qui est passé par l'équipe de France, mais qu'on pense pas forcément. Verretou a fait plutôt une bonne saison. Hein. Ouais, et puis je pense que un des deux, t'as raison. Il a joué la Coupe du Monde. Je pense que ça dépendra de l'état de Chouameni aussi. Voilà, il peut se renforcer comme il a droit à 26, à finalement pas prendre, par contre, par exemple, ne pas prendre Barcola ou Nkunku, que moi je vois bien dans la liste. Mais vous pensez que Jonathan Klaus va finir par être dans les... Oui, je pour pense. Pour le bien de l'équipe de France. Parce que sa fin de saison est assez difficile quand même. Il faut le mettre entre les blessures et les prestations. Ouais, mais à mon avis, il jouera pas, mais je pense qu'il y sera certainement. Pour le bien de l'équipe de France, France, il peut être dans le groupe, mais titulaire, ça va être un peu plus difficile. Même dans le groupe, c'est trop. Moi, je pense qu'on serait peut-être très surpris par un Verretou, par exemple. Mais là, dis ton sentiment dans cette sélection qui arrive dès le 16 prochain. Non, moi je pense qu'il n'y aura pas de surprise, hein, comme d'habitude, il va faire du Deschamps, ce qu'il sait faire de mieux. Et pour moi, je vois bien Klaus, hein, Klaus il va venir, même si Klaus n'est pas bon avec l'Olympique de Marseille en ce moment. Je pense que c'est plus parce qu'il n'a pas assez de câlins. Mais je pense qu'il va arriver avec Didier Deschamps, il va lui faire quelques petits câlins, je pense que ça ira mieux. Et je pense que Klaus va jouer va jouer l'Euro. Et Barcola aussi, qui le mérite amplement. Barcola aussi, je pense qu'il va jouer l'Euro. Merci les amis. Dernier sujet de cette émission au bout du foot. Difficile de faire une émission de foot sans parler de Kylian Mbappé, hein, les amis, hein, vous êtes d'accord avec moi. Alors Kylian Mbappé a informé sa direction le 15 février dernier qu'il quitterait le Paris Saint-Germain cet été, changeant ainsi le cours de sa saison et son statut au sein de l'équipe. A signalé que l'annonce officielle de son départ a été révélée par ses soins lui-même il y a seulement quelques jours via une vidéo. Au bout du foot se pose la question suivante. Le départ annoncé de Mbappé depuis février a-t-il plombé la fin de saison du Paris Saint-Germain, mon cher Léo? Pas selon moi, parce qu'on s'y attendait déjà depuis l'année dernière. Donc même on parle depuis février, mais depuis juillet dernier, sa mise à l'écart du groupe pour la tournée asiatique. On se doutait que c'était sa dernière saison. Et ça aurait été une grave erreur pour le PSG de tout miser, de tout construire. Malheureusement, c'est un petit peu ce qui a été fait, autour de Kylian Mbappé, de ramener des Ousmane Dembélé, des Randal Kolo Muani. Je pense qu'il y a eu un problème de gestion de la faute du club, ce qui n'est pas nouveau dans ce club et ce qui est dommage s'il veut grandir.
Après, de là à dire que le départ de Kylian Mbappé a plombé la fin de saison de Paris, je pense que Paris s'est un petit peu plombé la fin de saison tout seul par le niveau affiché, notamment contre le Borussia Dortmund. Tu partages le même avis que Léo Ladj? Ouais, non, moi je pense que Mbappé, on le savait déjà depuis très longtemps même qu'il n'allait pas prolonger et que voilà, avec tous ces problèmes avec le loft, etc. Mais moi je pense pas que ça a impacté directement la saison du PSG. Je pense que ça a juste impacté Mbappé sur ses performances. Ça, je pense que oui. Et l'ambiance aussi du club, mais je pense pas que ça a impacté en tout cas sur Dortmund, etc. La saison, le championnat ils l'ont gagné comme d'habitude, quoi. Ça a pas changé grand chose, quoi. Mais en Ligue des Champions? En Ligue des Champions, je pense pas. Ça a changé peut-être. Aujourd'hui, quand on parle de Paris, franchement, c'est en Ligue des Champions, hein, parce que en général, le championnat, il écrase. La saison, alors ce que tu veux dire, c'est deux matchs. En Ligue des Champions, a impacté deux matchs. Non, en Ligue des Champions, non, sur la campagne de Ligue des Champions. Moi, j'ai vu par exemple de l'autre côté un Vinicius entrepreneur avec le Real Madrid qui a montré que c'était un leader et que c'était l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Et il l'a démontré durant cette double confrontation et durant même contre Manchester City, durant toute sa campagne, en fait, durant toute cette saison, et on attendait un Mbappé à ce niveau-là. Maintenant, le fait que Mbappé n'ait pas fait de pré-saison, le fait qu'il soit mis à l'écart au début, le fait qu'on parle que de lui sans cesse, Mbappé, il a souris jaune aujourd'hui, il a souris jaune. Non, mais c'est la star. Voilà, je pense que ça a pu en tout cas amener les mauvaises performances de Kylian Mbappé cette saison. Jacques Enza. Ouais, mais concernant, je crois que l'annonce du départ du Kylian Mbappé n'a pas impacté. Parce qu'à un moment donné, on a vu Luis Enrique même en conférence de presse qui préparait vraiment l'après Mbappé et tout ça. Je crois que ça n'a pas impacté le collectif. Mais peut-être ça a dû impacter Mbappé lui-même. Du fait que, parce qu'on a vu dans des matchs Mbappé qui loupait des contrôles, des dribbles, ça c'est très rare de voir ça chez Kylian, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, même sur ses premières prises de balles, même dans le match face à Dortmund, on a vu que ses premières prises de balles, il les loupait, c'est-à-dire qu'on sentait un peu qu'il n'était pas en confiance vis-à-vis de ces déboires dans le vestiaire et tout ça, ça l'a un peu impacté lui-même, mais je crois pas que ça a dû impacter le collectif. Mais quand il pèse autant dans un club comme le Paris Saint-Germain, est-ce que ça finit pas justement par toucher le collectif, Stéphane? Oui, moi je pense tout à fait. De toute façon, je fais partie, je l'avais dit ici, de ceux qui pensent que qu'il fallait pas le dire, qu'il fallait le garder, que pour moi, après, faut voir pour la suite, à part le sous-entendre, fallait attendre la fin de la campagne en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain pour qu'il fasse ce que lui a fait par sa vidéo, mais ça s'est su avant, il a dit, tout ça s'est su. Je pense forcément ça a impacté, parce que lui, alors on va voir ce que ça va donner maintenant au Real Madrid, dans une nouvelle dimension, un autre club, il va forcément évoluer, mais lui, il a besoin de faire, quand il était au Paris Saint-Germain, c'est son club, c'est lui qui tire le club vers le haut, il avait besoin qu'on ait totalement confiance en lui et tout. Et moi, j'en veux pas à Luis Enrique d'avoir particulièrement fait ce qu'il a fait, mais simplement je regrette que à partir de là tout s'est effondré, parce que c'est plus devenu le joueur phare du projet. Donc lui, là, je pense qu'il a besoin de jouer. Je me rappelle d'une interview de lui où il parlait d'un nombre de buts à atteindre, je crois que c'était les 200 buts les 200 buts en meilleur buteur, je sais plus quoi, un certain nombre de buts, et il disait oui, j'en suis à combien là, c'est peut-être un peu prétentieux, je marque à peu près combien en temps de match, bah oui, je pense que je vais y arriver d'ici la fin, sauf que tout ça a été complètement rebattu par le fait qu'il jouait moins, que des matchs il jouait pas, il sortait et tout ça, donc forcément ça a impacté, lui il est, comme elle a déjà dit, ça a impacté ses performances à lui. Et quand tu as un projet qui est fait autour d'un joueur, je me dis tous les joueurs, toutes les équipes par contre ont quand même des joueurs majeurs phares, hein. Je parle de Vinicius, je pense que si tu apprends demain que Vinicius il joue pas, il se blesse, c'est pas la même chose, et qu'il joue pas la finale, c'est sûr que tu n'auras pas le même Real Madrid. C'est plus la même chose, que le Real Madrid que tu as actuellement, ou après Bellingham, tu n'auras pas la même équipe. Donc forcément ça a impacté, ça a forcément impacté. Moi ce que j'ai jamais bien compris, c'est comment on pouvait aujourd'hui, si tu veux, t'as un Paris Saint-Germain, tu peux dire que sans Kylian Mbappé n'est pas au niveau pour aller loin, même peut-être gagner par exemple la Coupe de France. Si on me dit je sais pas s'il va jouer la finale de la Coupe de France, je dis que ça peut beaucoup impacter sur le résultat. Maintenant, c'est pas pour ça que peut-être que le Paris Saint-Germain de la saison prochaine, il sera peut-être plus fort. Parce que tu vas remplacer par des joueurs, tu vas animer autrement et tout. Mais aujourd'hui, il est là. Donc, tu as une équipe qui est basée comme ça.
Donc tu peux pas t'en passer. Abou? Bah, comme moi je l'ai entendu, ça a impacté le joueur qu'il est. Si forcément ça a impacté le joueur qu'il est, ça a impacté la fin de saison du Paris Saint-Germain. Bah oui. Parce que c'est le joueur majeur du Paris Saint-Germain, le meilleur joueur de l'effectif. Donc forcément, si ça a impacté le joueur, ça a impacté la fin de saison du Paris Saint-Germain. Et je trouve que ça a été une erreur de sa part, en tout cas, de faire ça en catimini en février, d'envoyer un courrier au club. Enfin, on se sépare un peu et ça, la preuve, elle est sur l'hommage, en fait. Il n'y a pas d'hommage qui est rendu, alors que je pense que si en février, il appelle Nasser et lui dit, voilà, Nasser, j'ai décidé de quitter le club, merci pour tout, et que tu fais un vrai truc, il y a une sortie qui est préparée, on t'offre la meilleure des sorties possibles et on te rend un réel hommage. Mais là, même dans Je crois pas que ce soit si facile que ça. Hein. Ouais, merci. Abou, je pense pas du tout. Bah, c'est peut-être pas facile. Il l'aurait fait sinon. En fait, quoi qu'il arrive, excuse-moi de te couper Abou, mais quoi qu'il arrive, ça aurait été un problème. Bah là, voilà. Bah, c'est les gens ils disent qu'il faut le dire à la fin de la saison. Il l'a dit il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Mbappé l'a dit et a attendu la fin de saison pour pas impacter la saison en cours. Il l'a dit en fin de saison. Il a dit j'ai pas envie de prolonger. Mon cher Léon, on va finir avec 30 secondes chrono. Il dit j'ai envie de partir au Real Madrid. Il le dit clairement à Nasser Al-Khelaifi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent le bloquer de partout. Pour qu'il reste, ils le forcent à rester à contre-cœur. Parce que moi, je le dis, hein, il reste à contre-cœur. Et du coup, on voit, même si ces deux saisons juste après, ils sont pas magnifiquement splendides, mais cette dernière saison, à quel moment il va le dire, en fait? À quel moment il va dire, je veux partir? Nasser Al-Khelaifi qui vient en conférence de presse, qui dit, un joueur comme ça, c'est le meilleur joueur du monde, il ne partira pas gratuit, il ne partira pas à la fin de saison. Eh ben oui. Mais t'imagines? À quel moment tu le dis? Bah, tu te contredis. Non, mais à quel moment tu le dis? Mais non, tu le dis pas. Tu le dis pas. Pourquoi? Bah, il le dit en février. Et pourquoi pas maintenant? Mais je comprends pas, tu dis. Il n'a pas prolongé, mais c'est déjà un signe. Stéphane. Ah oui, c'est déjà un signe. À partir du moment où il ne prononce pas, c'est un signe. Tu dis tout, à moins que ça ait été manipulé de l'intérieur, tu dis tout et son contraire. Tu dis à partir du moment où si je comprends ce que tu dis, c'est qu'à partir du moment où il le dit, il sait qu'il va vivre un enfer. Tu l'as dit. Non, il sait pas qu'il va vivre un enfer. C'est juste, il sait qu'il faut le dire maintenant parce qu'il s'il attend la dernière minute, il va dire qu'il a mis un couteau dans le dos. Voilà, d'accord, mais moi je pense qu'il aurait dû se contenter de la vidéo qu'il a fait. Pendant février, mars, avril, on lui aurait Enrique, El Khelaifi lui aurait ciré les pompes. Il aurait été le meilleur du monde dans mon club. Ils veulent me garder. Je vais leur montrer. Je vais réussir. Je ne pense pas du tout qu'ils auront été comme ça. Je pense que la position, le PSG en fait, le club n'a jamais voulu laisser partir, donc je pense que quel que soit le timing, à la base, ça laisse déjà compliqué. Justement, les amis, on reste sur Kylian Mbappé. Il a sorti, je vais avoir vos avis dans un 30 secondes chrono. Il a sorti une vidéo récemment, justement, pour annoncer officiellement son départ dans cette fin de saison. Est-ce que vous avez aimé la forme, justement, avec laquelle il a transmis ce message? D'aucuns ont estimé qu'il fallait plutôt avoir une interview classique sur un plateau, radio, télé, voire même dans la presse, tout simplement. Quel est votre avis là-dessus, rapidement? 30 secondes chrono. Bah moi, j'ai rien à dire. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Je m'en fiche complètement. Griezmann avait fait pareil pour dire qu'il restait à... mais ça avait été déprécié, justement. Ouais, je sais. Oui, je sais bien. Parce qu'il y a toujours des gens, de toute façon, quoi qu'il fasse, quelqu'un aurait dit, c'est pas bien et tout. Il a fait ça. Moi, je reproche juste. Je trouve qu'il aurait peut-être pas dû faire, mais je suis pas dans les tenants, les aboutissants, les petits trucs, donc peut-être que ça aurait été encore pire s'il avait fait, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il aurait pas dû le dire pour le Paris Saint-Germain, en tout cas. Non, je suis pas de la vidéo, hein. La vidéo, là, non, moi, je m'en fiche, il dit ça comme il veut. Peu importe la forme. Et là, ton sentiment, 30 secondes. Bah, moi, je pense que c'était clair dans tous les cas, hein, depuis le début, c'était clair, et qu'il voulait partir, et qu'il allait annoncer qu'il allait partir. Maintenant, dans n'importe quelle forme où il aurait annoncé son départ, ça aurait pas limité. Comme je dis, quand Mbappé rit jaune, tout le monde dit Mbappé a ri jaune. Mbappé, il a pas cligné de l'œil pendant les 3 secondes, tout le monde va le dire. C'est dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on aurait quand même décrié la façon dont il dit qu'il va partir, et je pense qu'avec ce problème avec le club, c'est ce qui fait qu'il n'a pas pu faire de conférence de presse et partir en termes de très grands joueurs comme il l'a été. Shekenza, ton sentiment sur la vidéo? Mais la vidéo, vraiment, je crois que c'est une bonne idée parce qu'il a pu remercier ce qu'il pouvait, mais il n'a pas remercié le Khelaifi. Après, ils ont parlé et tout ça. Quoi qu'il fasse, Mbappé, quoi qu'il fera, il sera toujours vu du mauvais œil parce qu'il a décidé à un moment donné de quitter le Paris Saint-Germain où le Paris Saint-Germain avait plus besoin de lui. Parce que là, on a l'impression que le PSG, ils ont du mal à se défaire de Mbappé. Ils ont du mal à s'en séparer. Depuis 2 ans, c'est le même scénario. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut laisser un joueur qui veut partir, comme une femme vraiment qui veut plus de toi. Donc non, décidément, ce soir, vous êtes bien en forme. Hein. Ah oui, une femme qui veut plus de toi, tu la laisses partir. Mon cher Abou.
Ton sentiment sur cette vidéo de Kylian Mbappé? C'était moi, Kylian, avec mes qualités et mes défauts. Et je trouve que la vidéo, elle résume bien en fait ce qu'il est, Kylian Mbappé. Avec ses qualités d'orateur, c'est quelqu'un qui parle très bien, qui sait captiver son orateur. Et il y a aussi ses défauts. Ses défauts, c'est quelqu'un d'assez froid, un peu austère, un peu reculé. Mais c'est sa personnalité en fait. C'est Kylian Mbappé. Et la vidéo, c'est Kylian Mbappé. Et moi, je trouve que c'est une très bonne vidéo. Après, malheureusement, il y a ce petit truc où il remercie pas Nasser. Et bon, c'est pas le plus classe qui est de faire ça. Mais c'est une bonne idée, je trouve, la vidéo. Et ça a été Kylian avec ses qualités et ses défauts. Et on l'aime pour ça aussi. Et Léo, on finit avec toi, justement. Non, moi je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que de toute façon qu'il ait fait ça comme ça ou d'une autre manière, on aurait parlé, de l'encre aurait coulé dans les colonnes des différents magazines. Je pense que Kylian Mbappé est un grand joueur, qu'il a fait ce qu'il avait à faire au Paris Saint-Germain, même il aurait voulu plus. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'il tourne une page, tant lui que le club, et que voilà, c'était un départ annoncé, c'est maintenant officiel, donc ça ne m'a pas fait grand-chose. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui dans Au bout du foot, sur monpariefm.com et également sur Mon Paris FM YouTube. Léonard, Jason ainsi que Kali ont réalisé cette émission. On remercie Elijah, Stéphane Desenclos, le quotidien du sport.fr. Et puis on te retrouve en Elijah en plume des tests sur Mon Paris FM. Abou, merci. On te retrouve aussi sur Mon Paris FM avec Abou de Souffle. Léo, à bientôt. Salut Malik. Et puis à lundi prochain, il n'y aura pas d'émission Au bout du